Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 21, The Mist. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Il y a quelque chose dans la brume! Fermez la porte! La seule façon de s'en sortir, c'est d'aller chercher les secours. Attache ça autour de ta taille. Il y a à peu près 100 mètres. Le temps est venu de prendre parti. Le livre saint dit qu'il nous faut du sang. Tout le devant du magasin est fait de verre, il y aura de la casse. Vous faisiez quoi comme expérience là-haut? Ils pensaient trouver d'autres dimensions. Ils essayaient de fabriquer un passage. Votre passage s'est transformé en porte ouverte. Qui sera son prochain sacrifice? Nous voulons l'enfant. Essayez, vous verrez. D'après le roman de Stephen King, The Mist. Je suis avec deux invités, on va essayer de lever le brouillard sur eux. On commence les jeux de mots un peu pourris. Mais, c'est fumeux. C'est fumeux. C'est fumeux. Vous avez déjà reconnu Fouad Benamou, le cinéaste. Maintenant, il a une emprise sur le Spectrum. Salut Fouad, comment tu vas? Ça va? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup, Jamel, pour ton invitation. Ça fait très plaisir et je suis content en plus de retrouver le camarade. Qui va se présenter également. Eh bien, ravi d'être là, les camarades. Alors. Edouard est parmi nous. Apparemment, il y a une rumeur. Il y a une rumeur qui dit que c'était pas trop ton film, mais que c'était un kiff pour toi de nous retrouver tous les deux. Et j'aime les challenges. Voilà, j'aime les challenges. Donc, même si c'est pas un de mes films préférés, on va parler quand même d'un univers que j'apprécie. C'est Stephen King. Okay, donc, merci pour l'invitation et vraiment très content d'être là avec vous, les gars. Avec grand plaisir. Alors, on s'attaque donc à du lourd, une adaptation de Stephen King réalisée par Frank Darabont, qui avait déjà, du coup, réalisé 2 précédentes adaptations, notamment Les Évadés et autre gros banger, on va dire, La Ligne Verte. Le plus gros succès jusqu'à ça en 2017. Exactement. Sorti en 2008 chez nous, en France, mais sorti le 21 novembre 2007 aux États-Unis, The Mist, a.k.a. au Canada. Brume. La Brume? Non, Brume. C'est Brume, tout simplement. Le bouquin, en fait, moi j'ai lu le bouquin, c'était une nouvelle et c'était un recueil de nouvelles, ça s'appelait Brume. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait la nouvelle Le Singe Monkey, je crois que c'est dans le même recueil et le film va sortir là, du mec qui a fait Long Legs, je sais pas si t'as entendu parler. Skeleton Crew. Il n'avait plus d'inspiration à cette époque-là. Il venait d'enchaîner Carrie, il venait d'enchaîner 3 bouquins vraiment excellents, j'ai plus les 2 autres noms, et il était en cours d'inspiration quand on l'a contacté pour cette nouvelle-là. Il a tellement été fructifieux que la personne qui l'a contacté a ouvert ce recueil de nouvelles avec la nouvelle The Mist. Énorme. Qui a été totalement créée pour l'événement. Voilà, d'où la nouvelle, qui est une réelle nouvelle inédite à ce moment-là, totalement conçue pour. Mais est-ce qu'il n'y avait pas la nouvelle The Body qui a inspiré Stand By Me et Shawshank Redemption? Dans le même recueil, tu veux dire? Non, je suis pas sûr. Ça, je sais pas. Je crois que c'est décalé. Ouais, je crois que c'était avant. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Il me semble. Et du coup, donc Stephen King qui s'est inspiré de cette histoire dans le cadre vraiment d'une véritable visite dans un supermarché. Donc The Mist, de quoi ça parle? Ça parle d'une petite ville fictive, comme par hasard, toujours dans le Maine, où une violente tempête s'abat sur la région, laissant derrière elle un épais brouillard. Alors c'est vrai qu'habituellement on dit le calme avant la tempête, là c'est la tempête avant le carnage, on va dire. Et donc on suit un père de famille. Donc une histoire qui va, à mon avis, toucher assez Fouad parce que voilà, on sait que c'est des thématiques qui lui sont chères. C'est vrai. Je suis titulaire de 2 enfants moi-même. Tout à fait. Donc on va suivre donc un jeune papa du nom de David et son jeune fils qui s'appelle d'ailleurs. Alors là, je crois qu'il s'appelait Billy, je crois. C'est Billy, t'as raison. Il me semble, C'est Billy. Billy je l'ai pas dans mes je t'ai dit Elliot. Billy Elliot, sans faire exprès. Le mec Elliot. On le sait tous, l'univers connecté chez Stephen King. Donc David Drayton, donc incarné par Thomas Jane. Yeah. Et son jeune fils qui se retrouve coincé dans un supermarché avec d'autres habitants lorsque la brume envahit la zone, dissimulant des créatures terrifiantes. Voilà. Crescendo de la tension et de la peur. Et dans l'idée, en fait, c'est parmi ces survivants, il va y avoir des groupes qui vont commencer à se constituer, dont un groupe de fanatiques religieux dirigé par une comédienne qui s'appelle Marcia Gay Harden, donc qui elle aussi, on va parler bien sûr des qualités du film, mais du coup qui va avoir une emprise
une fameuse emprise sur une partie du groupe et qui va donc monter crescendo dans l'angoisse, dans l'anxiété et créer cette espèce de séparatisme, on va dire, entre les personnages. Comment vous avez découvert le film, par exemple Redouane ? Cinéma, 2007, 2008, on est vraiment dans cette époque de similitude avec un autre de Zack Snyder qui s'appelle Dawn of the Dead, qui se passe aussi... L'Armée des Morts ? L'Armée des Morts, qui se passe aussi dans un centre commercial, qui est sorti en 2004, 2005, tu vois. On y retrouve quand même, à mon sens, ce côté sériel, qui s'explique. Donc à ce moment-là, je suis dans quelque chose de léger, parce que Thomas Jane, c'est pas un acteur avec lequel j'ai particulièrement des affections. Moi, j'étais un peu déçu du Punisher, quelques années plus tôt, tu vois. Je l'avais vu dans quelques projets à droite à gauche, et c'est pour moi quelqu'un qui a du mal à être dirigé, mais quand il l'est bien, franchement, il y a quelque chose qui se passe à l'écran, tu vois. Donc c'était un petit peu faible pour moi, mais je suis un amoureux de Stephen King, moi, tu vois. Depuis tout petit, j'ai mangé les téléfilms comme Les Langoliers ou d'autres films qui avaient un peu plus de budget ou parfois moins, ou des vrais films, tu vois, comme le film de Palma qui est Carrie, ou tout simplement Le Shining, tu vois. Pour moi, ça n'avait pas l'aura d'un grand film de Stephen King. Et à cette époque, si tu veux, je faisais pas spécialement le lien entre Frank Darabont et les 2 premiers succès qu'il avait fait et celui-ci, parce que tout était vendu sur ça. Donc c'est vrai que ça m'a pris un peu du temps pour me fier à ce film et pour même le revoir, tout simplement. Ça m'a pris quelques années. Aujourd'hui, je suis un peu plus réconcilié avec, parce que le parcours de Frank Darabont, entre-temps, qui est arrivé avec The Walking Dead, et qui pour moi... c'est quasiment un film, les 2 premiers épisodes de Walking Dead, qui est une continuité à The Mist. Parce qu'on retrouve à peu près les mêmes acteurs. Hein. Exactement. Et même la même ambiance, surtout par rapport à la fin du film, qu'on évoquera un peu plus tard. Mais voilà mon sentiment dans lequel, au moment où je le découvre à la fin des années 2000. Sympa, mais aurait pu mieux faire. Même pas un coup de cœur. Juste Si, un coup de cœur artistique. Un coup de cœur artistique. Voilà, D'accord. aujourd'hui. Ok, mais au moment où tu le vois... Pas plus que ça, pas plus d'affinité que ça. Comme une belle rencontre d'un soir, mais sans suite. J'adore. Comme un date qui s'évapore comme ça dans la nuit. Qui restera un souvenir sympathique quand même. Mais qui, avec le temps, on peut revoir un petit peu ces souvenirs-là à la hausse. Ok. C'est beau ce que vous dites, c'est beau. Très bien. Et du coup, toi, Fouad ? Écoute, moi je l'ai vu au cinéma, en plus dans une version qui n'est même pas sortie aux États-Unis, d'après ce que me disait Redouane. Parce que moi je l'ai vu en version en noir et blanc. Et donc c'était la volonté première de Frank Darabont de faire le film en noir et blanc. Et donc la version que beaucoup de gens ont vue. Alors je sais que tu as l'air un peu perplexe, mais moi je l'ai vraiment vu, je te jure. Comment tu l'as vu en noir et blanc ? Il est sorti en salle en noir et blanc. Sérieusement ? Je te jure, je l'ai vu en 2007 en noir et blanc. Ici en France, alors. En France. Précise même où tu as pu le voir. En France, à l'UGC Orient Express, je l'ai vu moi en noir et blanc. À Châtelet-Léal, là ? À Châtelet-Léal, la petite salle au sous-sol, ouais. Mais moi j'étais étonné de le voir comme ça à l'époque. Ils avaient pas un problème de saturation sur la vidéo ? Non, parce que figure-toi que c'était la copie étalonnée avec les beaux contrastes et tout. Ah oui, pardon. Tu vois, figure-toi que pour le revoir pour ton émission, je l'ai mis sur mon Mac et j'ai viré les couleurs. C'est galère d'ailleurs, sur une télé c'est facile, mais sur un Mac c'est une galère. Ouais, j'avoue. Parce qu'une vraie version existe pour le coup, sur les bonus DVD. Bien sûr, il existe une vraie version sur les DVD. Il y a même un Blu-ray qui est sorti là, aux États-Unis, avec 4 disques. Bah oui, tout à fait. On retrouve le 4K en noir et blanc, mais du coup en VO. Oui, mais il faut savoir un truc, c'est que en fait Darabont, lui, il le voulait comme ça parce qu'il veut rendre hommage aux vieux films des années 50-60, des films de monstres, surtout à la 4e dimension, parce que clairement c'est un épisode de la Twilight Zone. Et donc moi, quand tu m'as dit qu'il fallait le remater, j'ai réussi à trouver une copie en couleur et j'ai mis changer, moi je l'ai passé en noir et blanc. Pour moi, ce film n'existe pas en couleur. C'est pas possible. Déjà, même l'intégration des effets spéciaux, même l'ambiance, même la brume, ça doit être vu en noir et blanc. Je sais pas pourquoi ça fonctionne de folie. Et moi, donc, je reviens sur mon ressenti. Moi, j'ai adoré ce film. Déjà, je suivais Darabont. Moi, je rappelle quand même que moi, j'avais suivi le roman épistolaire La Ligne Verte, qui était sorti d'abord en roman. Et toutes les semaines, tous les mois, j'achetais la première partie, tout ça, et j'attendais la version adaptée au cinéma. Okay. Il s'est fait laminer à l'époque par les critiques. Tout le monde a dit que c'était un énorme navet. Donc, vous avez un cas concret de film qui a été réévalué avec le temps. Parce qu'à l'époque, c'est sorti. C'était, ouais, mais tant mieux que toi, tu aimais Redouane. Mais à l'époque, je peux vous garantir qu'il s'est fait laminer. Par opposition à quoi ? Par opposition à Shawshank Redemption, Les Évadés. Où les gens disent, qu'est-ce que c'est que ce film larmoyant, complètement sirupeux, avec des bons sentiments. Et maintenant, quand tu vois le film que c'est, ben moi j'avoue, comme toi, et comme toi aussi, peut-être, mais moi à l'époque j'avais adoré Les Évadés. La Ligne Verte. C'est-à-dire que je suis allé le voir en me disant, j'avais lu des critiques atroces. Je me dis, ça va être pourri, mais pourtant j'ai bien aimé l'histoire, moi. Là, du coup, je vois le film, Michael Clarke Duncan, Tom Hanks, enfin tu vois, je suis pris par ce film, mais c'est vachement bien. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'en gros, moi, Darabont, je le suivais déjà avec ça. Et donc quand j'ai su qu'il y avait The Mist qui allait sortir, parce que j'avais lu la nouvelle, je me dis, tiens, bon, c'est intéressant.
Et j'ai vu le film et moi j'ai adoré. Et j'ai surtout aimé, bon, Redon on l'a un peu évoqué, une des meilleures fins du cinéma pour moi. Hein, voilà. Une des fins les plus poignantes et les plus fortes. Et tu peux même préciser une des meilleures fins chez Stephen King, parce que dans le bouquin, il n'y a pas de fin. C'est Frank Darabont qui apporte totalement cette fin, validée par King lui-même, qui a déclaré, je cite une vraie citation, « Si j'y avais pensé à l'époque, c'est cette fin-là que j'aurais pris. » Ouais, il n'a pas fait cette fin du tout, non. Bah moi, j'ai quelques... Toi, t'as quelques réserves là-dessus sur cette fin-là. Il faut en parler de cette fin. Et je vais en parler, et on va bien parler. Parce que moi aussi, et moi je l'ai revu du coup en noir et blanc en 4K, mais en plus en VF. Donc la totale. Et autre chose, parce que j'ai vu une partie 1 heure sur un écran OLED et une autre heure sur un iMac 4K Retina. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai recalibré. Parce qu'on parle de noir et blanc, mais c'est important de se dire que la température de couleur aussi, c'est important. Et j'ai ajouté un peu de chaleur sur mon OLED, c'était très bleu. Alors, quand j'ai ajouté de la chaleur, on avait encore plus cette perception, d'accord, de films des années 50 et tout, parce qu'à l'époque, les standards sur les télés, pas LCK, mais surtout NTSC d'ailleurs, il y avait ce côté très chaleureux au niveau du calibrage des températures de couleur. Donc, du coup, j'ai eu les deux, j'ai eu le 4K et une température un peu chaude. Et franchement, les tons chaleureux, en noir et blanc, avec la définition 4K, c'était absolument incroyable. Voilà pourquoi on est au Spectrum, pour les expérimentations telles quelles. Ah ouais, non, c'est juste hier, là. Voilà, parce que j'ai pas pu le regarder sur l'OLED, hein, sinon je l'aurais fait, mais là, c'était pas dispo. Donc du coup, voilà, je me suis rabattu sur le 4K de l'iMac, et franchement, c'était aussi une très belle expérience. Bah, je pense que c'est l'expérience que Frank Darabont veut à la base, car il considère sa version noir et blanc comme sa version Director's Cut. Bah, sur les making-of, c'est simple, hein, sur le combo. Les combos, ceux qui savent pas, faut un peu l'expliquer. C'est des moniteurs de contrôle de ce que vous êtes en train de tourner. Voilà, du réalisateur ou de la réalisatrice. Et du coup, il a deux, en fait, très facile de... On peut le voir hein, même sur YouTube. Il a donc deux moniteurs, un en couleur et un en noir et blanc. Je sais pas si vous avez vu ça, et ça m'a sauté tout de suite aux yeux. Je dis, bah oui, effectivement, c'était dès le départ la démarche, l'idée. Un peu comme Kassovitz avec la haine. Totalement. Oui, tu sais, mais des fois, en fait, ils ont ce qu'on appelle des luttes de contrôle. Les luttes de contrôle, c'est une sorte de contraste. Déjà, un étalonnage qui est déjà installé, tu vois. Ça te permet de voir à quoi ça va ressembler. Donc, en gros, vu qu'ils ont sûrement pas tourné en numérique, parce que c'était pas encore démocratisé. C'était en pellicule, exactement. Ça permettait d'avoir une idée de ce qu'ils allaient faire. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser un truc important, c'est que vu qu'il a réalisé un épisode de The Shield, il a pris ses cadreurs de The Shield. Et résultat, c'est ce qui donne, par rapport aux autres films de Darabont, ce côté très... caméra portée, très documentaire, que j'adore. Et les plans sont géniaux. Comment ils s'enchaînent, le montage et tout. Ça donne ce côté très... On va en parler après. Des qualités, bien sûr. Voilà, mais vu qu'on parlait d'images et tout, j'en ai profité pour placer ça en douce. Voilà. Mais c'est ça en fait, parce que de The Shield, il en a gardé les cadreurs, mais il en a surtout à garder l'énergie du tournage. C'est-à-dire qu'il a envoyé beaucoup de rush et il dépassait pas les 3 prises. The Shield, c'est pas avec un mec crâne rasé Vic Mackey, ouais, c'est ça. C'est le personnage du keuf de Vic Mackey qui est un keuf corrompu total. Michael Chiklis, il s'appelle. Voilà, mais en tout cas, la méthode de travail qu'il a rapporté de The Shield, il l'a apporté sur le tournage de The Mist, là où une production normale s'autorise entre 15 et 20 prises. Ils allaient à pas plus de 5. Donc c'était une manière de travailler où même le découpage technique était un peu revu, même s'il y était déjà préétabli. Tous les jours sur le tournage, ils étaient là en train d'innover, ils prenaient les propositions des acteurs. C'est pour ça que entre les cadreurs et les acteurs se sont créés une espèce d'osmose. Donc la manière de travailler joue énormément sur la mise en scène. Par rapport au budget, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est un film qui a été tourné pour... Vous avez une idée ? Le budget non, mais je sais combien à peu près il a rapporté. Vas-y. À peu près 55 millions de dollars à ouais, l'international. 57,5, c'est ça. Voilà, c'est ça, entre 55 et 60. De toute façon, c'est un petit budget parce qu'en fait, ça ressemble presque à un pilote qui aurait pu être sur HBO, tu vois, la manière dont il est filmé. C'est pas, à mon avis, c'est pas plus de 9 ou un truc comme ça. Un peu. Ah, c'est plus multiplié par 2, ouais. Ah ouais, 18 millions. C'est ça. Dedans, c'est beaucoup de... Non, par rapport à des films à 50, non, 60... c'est vrai, tu plaisantes, bien sûr. Ouais. Bon, t'as raison, c'est pas élevé. Je pense toujours par rapport à moi, tu sais. Je réfléchis par rapport à mon budget à moi. Non, mais toi, c'est parce que c'est des films un peu plus autorisants et c'est pas les gros studios, forcément. Ouais. C'est des films indépendants. C'est ça. Donc, en France, un film indépendant, un film de genre, c'est quoi ? C'est 2-3 millions max ? Ouais, c'est ça. Entre 1,5 et 2 Toi, ton ou 3. film, il était à combien ? 1,6. Bah voilà, c'est ça. C'est vraiment dans la moyenne, quoi. On passe directement aux qualités du film. Toi, sans réfléchir comme ça, Redouane, qu'est-ce qui t'a plu directement dans le film ? Qu'est-ce qui t'a embarqué ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre, même si au départ, t'étais pas emballé ? Alors pour être honnête, moi quand je le vois en 2007-2008, moi c'est Stephen King qui me fait... C'est ce que j'allais dire, Redouane. J'allais dire, c'est la signature Stephen King qui t'a fait prendre ce plat, toi, en fait. Mais totalement. Mais bon, en fait, il faut vraiment savoir que je suis né à Derry. C'est-à-dire que moi, je suis né dans le Maine. Dans l'inconscient et dans la littérature, je suis pas du tout un grand lecteur, mais par contre, Stephen King, waouh!
comme je vous le disais juste avant, moi, tous les téléfilms, je les regardais. Tous ceux qui avaient des budgets même horribles visuellement, même le premier film de Stephen King, Maximum Overdrive, je l'avais en... Si on trouve un drapeau DZ dans le main, on sait que c'est C'est toi. Wham. Tu vois ce que je veux dire? C'est carré. C'est totalement moi. Donc c'est ça qui me fait attirer en salle. Et si je te dis Alan Pangborn, ça te parle par exemple? Alan Pangborn, ça c'est un des personnages. C'est qui? Ah, tu veux commencer les tests C'est en le direct? shérif Pang. Ok, bon, écoute. Ah, pardon, excusez-moi. Non, parce que vu que. Je crois qu'on est vers Shawshank, non? Un truc comme ça? Dans le Stephen King verse, il est dans plusieurs films. J'allais parler du Stephen King verse. C'est ça qui est intéressant, c'est que chez King, il n'y a rien qui est jamais laissé au hasard. Et moi, c'est ça qui m'intéresse à ce moment-là, dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'en milieu des années 2000, on a eu un retour de Kingdom Hospital. Tu vois, qui était quelque chose d'adapté à l'époque par Lars von Trier, mais qui prend ses origines chez King. Donc on avait pas mal de choses comme ça au milieu des années 2000. Donc moi, c'est ça qui m'attire, je vais pas vous mentir. C'est Stephen King. Mais ce que je retiens aujourd'hui, après visionnage et revisionnage, c'est la mise en scène qui sauve ce film. Pour moi. Ah ouais. Ah, c'est la mise en scène totale, parce que le jeu d'acteur, il est bon, mais il n'est pas encore, pour moi, d'un niveau d'un Shawshank, tu sais, des Évadés ou de La Ligne Verte. Je ne vais pas arriver dans les comparaisons d'acteurs, parce que même dans La Ligne Verte, on a des grands, comme on a des seconds couteaux qui sont incroyables. Là, malheureusement, la tête d'affiche, pour moi, c'est un excellent second couteau, un très moyen tête d'affiche, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais. Donc c'est aujourd'hui, c'est en le revoyant, c'est aujourd'hui que j'y vois les qualités de mise en scène, que je vois l'énergie de Frank Darabont. C'est en poussant un petit peu et en découvrant que le mec voulait vraiment faire ce film depuis ses débuts. En introduction, tu as parlé de 2 adaptations de King par Darabont, il y en a une 3e. Et en fait, c'est la première. C'est-à-dire qu'en lisant Shining, il a absolument envie de réaliser quelque chose autour de la femme de la chambre... Et il le fait. En tant qu'étudiant, il le fait. Il réalise un petit court passage. La room 307, un truc comme ça. En tout cas, il y a une femme qui vit dans celle-là, dans la douche, dans la baignoire. Dans la baignoire. Et il contacte King pour pouvoir réaliser un court-métrage. Ah, sur elle. Okay. Sur elle. Ok. Ça match tout de suite. Un spin-off, quoi. D'accord. C'est ça, quelque chose qui serait autour de ça. King dit bingo. Et au fur et à mesure des années qui passent, Darabont reste toujours dans le sillage de King et lui fait promettre qu'un jour, il lui laissera réaliser The Mist. Et après avoir fait 2 films adaptés de King qui sont hors du surnaturel, parce que Darabont aime énormément le fantastique et le surnaturel. D'où son amour pour les épisodes de la 4e dimension. Il était co-scénariste sur le Freddy 3. Hein. Sur le Freddy 3, sur le Blob. Le meilleur des Freddy pour moi. Sur le Blob aussi, les gars. Sur le Blob, ouais. De Chuck Russell. Ouais. Et qui d'ailleurs était réalisé par Chuck Russell, le Freddy 3. Freddy 3 par Chuck Russell, exactement. Donc c'est quelque chose. Équipe, ouais. C'est la même équipe, en fait. Tu vois. Et c'est du respect surtout qu'ils ont entre eux. Donc c'est pour ça que, avec le recul, ouais, moi je retiens l'énergie de Frank Darabont et surtout cette envie de bien faire. Il appelle Guillermo del Toro, il lui demande qui s'est occupé du labyrinthe de Pan. Il prend les mêmes. Donc le gars a vraiment une volonté à ce moment-là de bien faire. Donc moi c'est ça que je retiens aujourd'hui. C'est l'énergie qui est insufflée par Darabont, toutes les idées qu'il a, toute sa coopération avec son casting, son compositeur. Enfin, c'est vraiment un ensemble et même l'hommage qu'il rend au cinéma avec son personnage principal, qui, on va pas se mentir, est très inspiré d'un des plus grands faiseurs d'affiches de cinéma, qui est Drew Struzan. Okay. Les affiches de The Thing, qu'on voit quasiment en premier plan dans l'introduction du film. Et l'affiche sur laquelle il est en train de bosser... Drew Struzan, c'est un Allemand ou... Non, c'est un Américain. C'est un des plus grands affichistes du monde qui a fait toutes les affiches d'Indiana Jones et de Star Wars notamment. Ok. Et d'ailleurs, on croit que c'est... on a l'impression qu'on voit une illustration de l'homme sans nom de Clint Eastwood au tout début, mais en fait, non. Il est en train de réaliser une affiche pour La Tour Sombre. La Tour Sombre qui est la plus grande œuvre de Stephen King, qui réunit tout le Kingverse. Donc on est vraiment top méta, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question initiale, c'est vraiment la mise en scène et l'énergie de Frank Darabont qui aujourd'hui pour moi sauve totalement ce film et qui en fait une lecture très agréable. J'ai découvert Stephen King adolescent, j'ai lu tous ses bouquins. J'étais très fan de l'univers. Moi, je suis parti de Lovecraft moi à l'époque, puis après j'ai bifurqué vers Stephen King. Ça a été à chaque fois des grands coups de cœur, tu vois, 1000 pages, genre ça, tout ça. Donc j'aimais cet univers-là. Et avant tout, j'aimais la 4e dimension. J'ai même fait mon mémoire de Deva sur la 4e dimension. Donc quand je vois un film qui s'en approche, tout de suite, ça ne peut qu'être pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un épisode de la Twilight Zone qui s'appelle les Monsters of Maple Street, les monstres de Maple Street, où il y a il y a un abri, il y a des gens, ils pensent qu'il y a une attaque extraterrestre, et résultat,
ça accentue la paranoïa des gens, tu vois, et c'est des révélateurs. Et on voit bien, même quand il y a eu l'épidémie du Covid, tout ça, ce que ça accentue chez les gens, c'est-à-dire le pire. Et c'est ça qui me plaît dans le film. Ben voilà. C'est que ça montre le pire de ce qu'est capable d'être un humain. Et donc, il y a les monstres à l'extérieur, puis il y a les monstres intérieurs. On peut finir l'épisode sur ça. Hein. Voilà, bah merci d'avoir suivi ce podcast, c'était super. Bon, moi, j'aurais pas de montage. Ça va être rapide, là, les auditeurs, cette fois. Vous n'avez pas attendu un mois. Non, j'ai décidé d'être synthétique pour une fois, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est le pire. C'est l'exploration de la nature humaine. Je te rejoins. Mais Pour moi, rejoins-moi, c'est viens dans mes bras. Voilà, je te rejoins dans le supermarché. Rayon croquettes. Franchement, c'est exactement ça. Private joke. Mais On va expliquer après. On va Private expliquer. Joke. C'est vraiment une masterclass, cet épisode. Oui, Parce bah, que vraiment, ouais. tu peux dire, c'est dans une résidence pavillonnaire. C'est ça. Pareil, on est sur de la paranoïa, on est sur de la délation, sur des fausses accusations, sur de la calomnie. Il y a aussi cette notion de sacrifice. Il y a cette notion de mettre quelqu'un au bûcher. Ouais, exactement. Un peu comme les sorcières de Salem. On y retrouve exactement la même... T'inquiète, Redouane, il me fait des petits... Parce que ça vient de me rappeler. Ça vient C'est de me... surtout que moi, j'ai pas pu développer, par contre. Là, c'est mon moment, les gars, normalement. pardon, ah bah vas-y, oui, vous continue. êtes partis tous les deux en monologue. Non, je t'en prie, mais juste je précise la tête que j'ai faite, c'est parce que c'est ça, c'est l'un des bouquins que je cherchais tout à l'heure, l'une des nouvelles de King, totalement en Salem à esprit. toi, mon frère. Ouais, moi, justement, je préférais les vampires de Salam Alaikum. Je préfère cette version. N'importe quoi, lui. T'imagines les vampires de Salam Alaikum. Voilà, bon, excusez-moi. Non, ce qui est intéressant, c'est comme Redouane en parlait, le cadre. Le cadre Oni qui représente tellement le capitalisme. À la base, quand Zack Snyder il fait ça, il n'a rien inventé. En fait, il se contente de suivre George Romero qui a fait tous les films de zombies. Et c'est lui qui les a situés dans les supermarchés pour montrer un peu comment le consumérisme rendait les gens complètement décérébrés. Et encore maintenant, c'est la même chose. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu me montres là ? C'est exactement ce que j'ai titré, le supermarché de l'Amérique. Et voilà, le supermarché de l'Amérique. Et ouais, Redouane m'a montré sur son caleçon, il a écrit Le supermarché mall. de l'Amérique. Le mall. Et voilà. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est vraiment, voilà, t'as des consommateurs qui se réfugient là-dedans. Alors, moi, j'ai fait une blague tout à l'heure parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait énormément de sacs de croquettes pour chiens. Et vu la taille de la baie vitrée, je sais putain, mais ils ont combien de clébards dans leur bled? Et en fait, ils vont dire non, c'est de l'engrais. Alors, à vérifier dans le film, j'ai putain, le nombre de chiens que vous avez, les gars, pour vous barricader. Non. Après, ce qui est sympa, c'est de voir C'est effectivement. une histoire de chien de mutant, en fait. Mais c'est ça l'histoire, les créatures Lovecraftiennes. Là, c'est C'est lié à The Things. Ouais, et c'est vrai que bah de toute façon. le GOAT, The Thing. Ouais, The Goat. On voit la ouais. peinture de The Thing. Hein. C'est vrai. Excuse-nous, ça va très vite. Hein, Non, mais au c'est début, vrai. parce qu'il a parlé de l'homme sans nom, mais là, tu vas pas me dire que c'était pas The Thing, hein, l'affiche. Si, Mais si, c'est la totalement philosophie. celle-là. Ah, Mais ok. attends, mais de toute façon, Drew Struzan, il était. Non, mais Drew Struzan, il était là. Hein. Il était là, il a conseillé Thomas Jane pour. Mais dessiner. c'est lui qui l'a Ah fait, oui, l'affiche. ouais, non, Tout mais ce que je tu vois à sais, l'écran, c'est fait par Je sais. l'auteur. D'accord. Je sais, mais le il- GOAT. Mais Le en GOAT. plus, le GOAT, il était là sur le plateau pour l'aider pour les dessins et tout. Donc c'est pas juste, c'était fait exprès. Bref. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant dans le film, c'est que bien sûr, il y a le côté métaphorique qui m'a plu aussi. Parce que t'as vraiment l'espèce de. C'était juste avant que Barack Obama soit élu. Donc t'as une espèce de suffisance d'une espèce de caste, soi-disant, au capital culturel supérieur, qui est représenté par André Brower, là, qui fait le Black, et qui lui est le mec qui vit à la ville, qui vit à New York et qui vient à la campagne de temps en temps. Avocat, c'est ça. Oui, hein. qui est avocat. Il mais qui- s'appelle Brent, je crois Brent. C'est Non, ça. mais- Et lui. Je l'ai dit à la canadienne, Brent. Brent. Ouais. Et lui, il a eu des problèmes, tu vois, et il a fait un procès parce que voilà, en fait, de voisinage avec les gens qui Oui, sont dans le il est truc. très procédurier Oui, et mais, tout ça, ouais. mais tout ça, c'est pas fait au hasard. Parce que tu écoutes sa voix, c'est la voix de Barack Obama, c'est très drôle. Et c'est vraiment le symbole de ces espèces de. Ouais, t'as vraiment les démocrates et les républicains dans un supermarché avec un peu les rednecks, les Marcia Gay Harden, là, qui représentent vraiment les évangélistes, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as vraiment ce côté, la bondieuserie, les bigots qui vont affronter. Alors, il y a un camp intermédiaire, joué par Thomas Jane, on va dire, qui lui n'est pas vraiment dans un camp, mais qui vient quand même du cru, mais qui a l'air un peu moins cutéreux que William Sadler, par exemple, qui lui a l'air vraiment. Et d'ailleurs, William Sadler, lui, il fait un parcours dans le film. C'est-à-dire qu'au début, il est avec lui, puis après, il a tellement peur dans la fameuse scène géniale, d'ailleurs, de la pharmacie, qui est Ah, elle est exceptionnelle, cette scène. extraordinaire, cette Et scène. on en reparlera après. Et très mais- terrifiante. Hein. Ah, Waouh. j'adore, mais elle est incroyable. L'idée aussi, tu sais, de la toile d'araignée qui te coupe en morceaux, c'est Ouais. génial. En fait, il y a un mix de l'acide et tout avec C'est les Alien, toiles un peu. d'araignée. C'est Alien. C'est Alien. À un moment donné, quand le bide là, tu sais, commence à bouger, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là qui va? C'est un C'est mélange Sugar de qui va tellement de sortir. choses. C'est quoi le truc? C'est génial. Ouais. Ce mélange-là de tout ce qu'on aime. En fait, il y a les influences carpentériennes, on en a parlé, mais The Fog, hein, on l'a pas cité encore, mais on va le citer. Quand même, The Fog, ça part de là. Parce qu'en fait, t'as vraiment cet univers. D'ailleurs, en plus, King, il a aussi été adapté par Carpenter. Enfin, tout se répond. Tout ça est très consanguin, finalement, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment ce truc, déjà, tu penses à D'où The les Fog. monstres. Ouais. Ouais, les monstres, sauf que là, alors vous avez parlé de Lovecraft, très bonne référence, parce que pour le coup, là, le design des créatures, mais moi je suis fanatique, les géantes créatures là, surtout comment elles sont montrées,
Tu sais, il y a une part de suggestion. Celles qu'on montre plus, elles ont un peu vieilli, un petit peu en termes d'effets spéciaux. En noir et blanc, ça En passe. noir et Mais blanc, on va en ça parler passe dans la grave. réserve. En noir et blanc, ah oui, d'accord. Parce qu'il y en a dans la réserve aussi. Mais dans la réserve, il y a quoi? Il n'y a pas Dans des la sacs de réserve du croquettes? supermarché et Il y a dans pas la des- réserve de- Il n'y a pas des sacs de croquettes? Il y a Je Terminator comprends pas. qui est joué dans American Pie, il se fait canner direct. C'est vrai. Pour ceux qui connaissent. Guillaume Canet, carrément. Tu Ouais, parles de bah, Guillaume c'est ça. Canet. Ouais, Non mais exactement. bon, non mais juste pour terminer, en tout cas moi, alors par rapport à ce que tu disais sur le casting, Thomas Jane, je peux comprendre tes réticences, Redouane, mais j'avoue ce que j'ai aimé moi, c'est que ça a accentué le processus d'identification. Si ça avait été un actionneur connu, si c'était Mel Gibson, Tom Cruise, peut-être que dans La Guerre des Mondes j'aime bien, mais je vois quand même Tom Cruise, tu vois, j'aime le film et il y a le côté star. Là, ce qui m'a plu, c'est que limite c'est un gars presque lambda. Et il révèle des qualités de jeu dont je pensais pas qu'il était capable, notamment dans le dernier acte. Voilà, je t'en prie. Non, c'est juste pour rebondir à ce que tu disais. Ce que moi j'aime chez ce gars, c'est quand il est bien dirigé, justement. Je suis d'accord avec toi. Et là, pour le coup, c'est le cas. Parce Oui. qu'on est totalement. Bah, on va pas se mentir, c'est le héros principal. Ouais, bien sûr. Et c'est l'artiste. C'est celui qui Ouais. est connecté au milieu d'Hollywood, celui qui est connecté et essentiellement avec son univers qui l'entoure. Donc, oui, il a dans l'essence quelque chose de prolo. Comme ça, mais pas totalement. C'est-à-dire que sa belle petite famille, bien proprêtre et tout, c'est quand même un père de famille qui est débrouillard, bricoleur, etc. Donc, l'Amérique dans leurs deux aspects. Et c'est intéressant ce que tu disais sur les groupes qui sont scindés en deux, parce que c'est totalement ça. Il parle de Barack Obama, mais c'est totalement ça. Je l'ai appelé le supermarché de l'Amérique, moi, dans mes notes. Parce qu'à l'intérieur de ce supermarché, qui pour moi représente l'Amérique des années 2000, ils sont tous choqués. Et les premières images sur le parking, quand tu regardes bien, bah, on dirait les images du 11 septembre dans les décombres, en tout cas, dans cette espèce d'amas de poussière. Et encore une fois, je reviens sur la réalisation qui est très télévisuelle pour ça. Dans quelque chose de l'urgence. Ils filment comme à l'époque on filmait 24 heures chrono, comme on voyait les reportages de l'époque. On est au milieu des années 2000. Et pour moi, la scène du supermarché, la scène du drugstore, parce qu'ils sont dans la pharmacie, qui choque William Sadler, c'est l'Amérique qui vient de se prendre 2 avions dans leur tour jumelle et qui, du coup, vont suivre une espèce d'évangéliste totalement barré que j'appelle George W. Bushette. Tu vois, c'est une itération littéralement de George Bush, cette dame. Et tu vois le pouvoir qu'elle a. Bon, là, je vais pas le citer, mais tu as carrément un personnage qui dit oui, plus la peur est importante et plus facile plus manipulables sont les êtres humains. Mais c'est aussi pour ça que moi je parlais du parallèle avec ce qui est arrivé, la période du Covid, où en fait on a vendu tout et n'importe quoi aux gens sous prétexte d'avoir peur. Là par exemple, tu as vu ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie, j'ai vu un post passer qui a été repartagé par plein de gens qui se réveillent et qui mettent « je suis terrifié ». Et puis après ils expliquent pourquoi. Je dis mais déjà à la base, pourquoi tu reprends un post de quelqu'un en disant « je suis terrifié ». C'est-à-dire qu'il t'a plaqué un état d'esprit. Moi je me suis réveillé ce matin, je t'ai pas terrifié par exemple. Et donc tu mets « je suis terrifié ». Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essayes de me contrôler? Tu essayes de me faire peur? Bah, c'est exactement ce qu'on voit dans le film. On voit des gens qui à la base... Alors là il y a une vraie menace. Parce que d'ailleurs... Le Black, là, lui, il y croit pas. Lui, il représente le mec crédible, le mec raisonnable, le mec qui nie, jusque même quand il a des exemples devant lui. Et puis finalement, quand il décide même d'y aller, d'ailleurs, on ne verra pas, c'est peut-être une limite du film, je sais pas si ça a été coupé, on ne verra pas son destin funeste. Alors au début, je pensais que c'était le mec de la pharmacie, moi. Au départ. Non, le mec, en fait, non, c'est c'est pas pas lui. lui. En fait, c'est un soldat, le gars. Ouais. Au début, je me suis dit ça. Et quand il disait désolé, je pensais, j'aurais dû vous écouter, et il faisait amende honorable. Non. J'ai compris que c'était désolé, on est les militaires et on est un peu la cause de cette problématique-là. Pour en revenir à la 4e dimension, puisqu'il est vraiment question de monde parallèle et le terme dimension est utilisé dans le film. Oui, bien sûr, des soldats bien sûr, en disant bien on a sûr. ouvert un portail et avec une dimension C'est parallèle. Stranger Things en avance. Ouais, et puis moi, ça prend vraiment tout son sens quand le militaire dit ça, à plusieurs niveaux de lecture. Parce que oui, effectivement, on se rend compte que les essais militaires sur leur colline, comme ils n'arrêtent pas de le dire, même il y a des rumeurs d'extraterrestres par les vieux du coin, etc. Ça, c'est une première chose. Mais si on va dans le sens de celui que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire les conflits des années du milieu des années 2000 en Irak, en Afghanistan, etc., les militaires, au début, ils sont toujours dans leur coin dans le film. On ne va jamais les calculer. D'ailleurs, à se demander que font ces 3 militaires en permanence, qui essaient quasiment de s'échapper. Et en fait, ils arrivent à un moment donné où on les remarque pour leur non-action, justement. On les pousse dans le bain, allez-y. Donc ça, c'est au début l'Amérique qui ne veut pas, mais qui ensuite accepte la guerre. Et en parallèle, une fois que la merde est établie, si je peux me permettre, après la première nuit du chaos, et que les évangélistes commencent à prendre plus ou moins rayon par rayon ceux qui essaient de survivre. C'est le cas de le dire, les rayons. Exactement. Parce dans que là, un supermarché, bien vu. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, pour le coup, les militaires sont totalement incriminés et mis sur le bûcher.
parce qu'on leur a demandé d'intervenir à un moment donné. Si ça ne résonne pas directement avec tous les conflits du milieu des années 2000 entre l'Amérique et le Moyen-Orient, qui aussi peut être pris dans un parallèle avec H.P. Lovecraft, qui prend son essence dans l'inspiration de King, qui lui-même était xénophobe, et qui était totalement raciste. Antisémite, ça. Voilà, et donc des peuples étrangers, donc tout ce rapport à l'étrange, même ce personnage qui jouait cette itération d'Obama le dit. Oui, moi, je ne suis pas de cette ville, je ne suis pas des vôtres, je ne suis que là en week-end de temps en temps. Vous me voyez comme un étranger. Les portes qu'ils explorent pourraient totalement être des pays ou des choses comme ça qu'ils essaient d'atteindre et qui en résulte un chaos total parce qu'ils n'ont pas maîtrisé leur expérience. Donc moi, j'y vois ce parallèle-là, en tout cas. C'est intéressant, ça. Et chaque personnage qui est pris dedans, c'est quasiment c'est une flic, c'est une professeure qui sort un gun. On est en Amérique. Et c'est le petit gars du supermarché qui se voit être champion de stand de tir. Oli. Voilà, c'est entre guillemets le responsable adjoint du magasin. Toby Jones. Qui se dit être champion de tir. Enfin, en tout cas, on voit des Américains qui ont des professions totalement lambda, mais qui font ce qui est de l'Amérique. Brandir des guns, faire ce qu'ils ont à faire en tant qu'Américains. C'est pas les plus valeureux, comme William Sadler, qui est sûrement joué... il joue sûrement un fermier, quelque chose comme ça, un vrai prolétaire qui a le nez dans les croquettes ou dans l'engrais. C'est un redneck, typique. Un redneck, voilà. Donc pour moi, cette double lecture de la société américaine, c'est Frank Darabont qui fait un total constat, en fait, tout simplement. Darabont, il fait ça, mais déjà, vu qu'il adore l'univers de King, il sait que King critique profondément les États-Unis, le connaît de l'intérieur, il fait des radiographies à chaque fois des petites villes, de ce que fait aussi d'ailleurs David Lynch quand il fait Blue Velvet. Enfin, je veux dire, les mystères sont toujours plus intéressants quand ils sont dans des petits bleds, dans des petits patelins, que finalement dans des grandes villes. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de... T'as des grands espaces, t'as des endroits cachés, tout ça. Et d'ailleurs, The Mist, moi, ça me fait penser à Mystery aussi. Tu vois, il y a un côté mystérieux, on sait pas ce qu'il y a dans la brume aussi. Alors, par rapport, pour revenir à ce que tu disais sur les militaires, je suis d'accord. C'est d'autant plus vrai que celui qui va être sacrifié, ça va être un jeune militaire, par les évangélistes, là. Et puis surtout, lui, on le voit voir sa chérie avant qu'elle se fasse piquer, qu'elle finisse dans d'atroces souffrances, lui dire qu'il a des réticences d'aller justement au front et qu'il a peur d'y aller. Il dit, est-ce que t'as peur d'y aller, tout ça. Donc en fait, c'est intéressant de les voir déjà avoir des projets d'avenir, alors qu'en fait, leur avenir va se solder assez rapidement derrière, quoi. Ce qui est bien dans le film, ce que moi, qui me plaît, parce que tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi ça me plaisait, et j'y pense maintenant, c'est son côté désespéré. C'est horrible de dire ça, mais j'adore ce côté joyau noir. Tu sais, on en a parlé quand on parlait d'Emprise. J'aime ce genre de film qui ne cherche pas forcément à flatter la fibre positiviste qui m'exaspère dans... faudrait que le cinéma soit positif, coloré, joyeux. C'est bien, mais c'est bien d'avoir des fois des films comme ça qui sont... à l'image de la vie. Plein de gens disent, moi je vais au cinéma, j'ai pas envie de retrouver mes galères de la vie, mais moi j'aime bien quand c'est bien fait. Alors, c'est pour ça qu'on parlait d'Emprise, et ce film-là, j'aime ce côté dark, cette fin horrible, crépusculaire, et c'est marrant par rapport aux militaires, parce qu'à la fin, ils représentent presque un salut aussi, alors qu'en fait, bizarrement, c'est eux qui ont provoqué le bordel, tu vois ce que je veux dire ? C'est quel paradoxe, c'est vraiment ça, c'est t'organises ton propre chaos, quoi. Puis derrière, tu passes pour la solution. Voilà. Totalement d'accord, surtout que là, pour le coup, tu retrouves un personnage qui était avec eux au début, qui les a prévenus, qui leur a dit « moi j'y vais, ceux qui ont un peu de courage, suivez-moi ». Elle était déjà condamnée dans la tête de ces gens et au final, elle a survécu. Elle a ses enfants en plus. Avec ses enfants en plus, donc ce qui donne le chaos qu'on connaît, mais qui vient quand même toucher avec une petite note d'espoir, vu la scène qui vient d'en découdre, qu'on va peut-être pas spoiler tout de suite parce que c'est quand même un film très costaud, et qui a une fin comparée au roman. Ce qui m'a plu dès le départ, c'est vraiment l'exploration de la nature humaine. C'est vraiment comment les êtres humains, dans une situation très spécifique, donc en l'occurrence là, avec la paranoïa, avec l'angoisse qui monte, avec la peur de mourir, avec la peur de l'inconnu, comment ça peut révéler des gens, des conflits internes que tu vas garder et que là justement ils vont expulser face aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, à l'image de ce que tu disais avec le personnage de Brent, donc qui carrément dit mais parce que vous réagissez comme ça, parce que je sais que la dernière fois je t'ai collé à un procès, et puis donc il y a des espèces de révélations, des non-dits qui ressortent dans des conditions comme ça extrêmes, où quelquefois tu t'entends avec des personnes, des gens, mais tu sais pas réellement ce qu'elles ont en elles, qu'on dit soit dans le cœur ou dans la tête, et quand tu es face à une situation très particulière, alors ça peut être toi face à la précarité, où là il s'agit d'un danger, les personnalités se révèlent. Progressivement, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que le danger,
il est à l'extérieur, mais il est aussi également à l'intérieur. Et je crois que Fouad, tu l'as dit tout à l'heure aussi ça. Ouais. Donc, et carrément, le danger est même quelquefois pire, parce que les bêtes se tuent pas entre elles, les créatures Lovecraftiennes, tu vois, elles se tuent pas entre elles, alors que les êtres humains, eux, sont capables de le faire. Comme tu dis, quand ils mettent justement, ils font une mise à mort du soldat, ça c'est absolument effrayant. À un moment donné, il y a carrément question du... Le petit blond, on doit prendre le petit blond pour le sacrifier. Gamin, ils veulent tuer Billy. La notion de sacrifice. La notion de sacrifice. Ah oui, c'est ça. Face à la peur, face au danger, comme on disait par rapport au Covid, nous, on l'a vécu aussi à une moindre échelle, mais il y avait quand même... On ne se rend pas compte, hein, mais à un moment, avec le Covid, il y avait quand même des scènes dans des supermarchés où les mecs dévalisaient tout. On ne se rappelle plus parce qu'on a, voulu je m'en rappelle ne très plus bien, s'en moi. rappeler. Parce qu'on s'est dit, ça peut revenir. On met ça, comme on dit, sous le tapis. Mais en réalité, un jour, on aura notre côté Rambo post-traumatique où ça va revenir dans 5-10 ans et on va se dire, non, c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai, Moi, j'ai totalement. vu des scènes dans les supermarchés, des scènes de fous. Genre des gens, ils se passent une bouteille, la bouteille elle tombe, la personne elle ramasse pas, elle dit non, je... Ouais. Ça c'est réel, hein. C'est Ouais, pas mais des jeux d'acteurs. On a vu ça même avec les masques, avec les gens qui acceptaient de faire la piqûre et d'autres qui voulaient pas. Ah ouais. Il y a Non, vraiment, c'était- et puis même récemment, tout ce qui se passe au Proche-Orient, ça a quand même bien clivé. On a découvert aussi des choses chez des gens qu'on ne soupçonnait pas. Exactement. Et on en a parlé un peu la dernière fois quand on parlait d'emprise. C'est la lâcheté, la sauvagerie. Les gens, pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation de l'état humain, de l'être humain, comment il est face à une situation donnée. Parce que quand tu es dans l'opulence, quand tu es dans le confort, tout le monde est ton copain, tout le monde est ton pote. Tant que tu es dans ta belle résidence au State, ça se passe bien. Le jour où tu as vraiment une galère, comment ça va se passer? Le jour où tu perds ton taf et que tu n'as plus rien, comment les gens vont se comporter? Tu sais, moi, j'avais un pote qui est d'origine américaine, avec qui on discutait. Je savais même pas, parce qu'il est franco-américain. Il m'a dit, ouais, j'ai déménagé des États-Unis. Il habitait en Caroline du Sud, il me semble. Je dis, pourquoi? C'est pour nous, les States, ça nous fait rêver et tout. Je dis, mais toi, t'es un ouf, pourquoi t'es parti? Il m'a dit, non, mais attends, à un moment, c'était insupportable. Il y avait, en plus, il me parlait de centres commerciaux. Il m'a dit, au centre commercial, t'avais une fois par semaine, soit une fusillade. Et pourtant, Caroline du Sud, tu vois, je te parle d'un truc, c'est pas les gangs de Los Angeles. Donc tu te dis, ça doit être tranquille et tout. Mais non, ce quotidien qui est lié à une certaine criminalité, il m'a dit, j'en avais marre. Et il m'a dit autre chose. Un exemple, il m'a dit, justement, j'étais malade. J'avais une forme de grippe et tout. Et il m'a dit, là-bas, c'est très commun. Donc, les auditeurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, moi, quand il m'a dit ça, j'avoue que j'ai été assez surpris. Mais ils ne font pas appel à l'ambulance, comme nous, le SAMU, autre. Ils font appel souvent à des Uber pour les ramener. Parce que ça coûte trop cher. Parce que ça coûte trop cher. Il me dit, le SAMU, genre, le SAMU qui vient te récupérer, c'est genre $800. Il me dit, les gens appellent un Uber pour les ramener. Et ensuite, là-bas, une fois sur place, ils te soignent si vraiment tu as le truc de care et tout, l'espèce de... C'est pas une carte vitale, mais une assurance mutuelle. Obamacare et tout ça. Et du coup, si tu l'as pas, ils te soignent app. Ouais. L'offre et la demande. Tout simplement. Même dans la santé, l'offre et la demande. Et puis forcément aussi, moi je suis fan des films de huis clos, Alien, voilà. Ouais, The Thing Assaut aussi. Assaut de Carpenter également. Assaut Mais sur le ce 113. sentiment, ce sentiment d'étouffement, de paranoïa progressif. Et puis la brume aussi, ça évoque pas mal de choses. Le fait qu'on ne peut pas voir le danger, ça c'est super intéressant, c'est une superbe idée. T'as pas la possibilité d'anticiper. C'est-à-dire que le danger, il arrive directement Ça à passe par à le un mètre. son. Ça passe par le son aussi. Ça passe par les bruitages, le sound design des créatures. Et aussi, la brume, ça t'isole. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un ou une tu vois, qui sort, à même pas 5 mètres, on sait même pas ce qu'elle est devenue. Et c'est pour ça qu'il y a cette mise en scène géniale avec la corde. Une des meilleures scènes du film. Ça, c'est ma scène préférée. moi, je tiens à pareil, dire. quasiment. Enfin, avec la fin. Mais je sais que ta fin, t'aimes pas trop. Mais moi, la scène, j'ai partagé hier sur mon réseau, sur mon Instagram, parce que j'étais en train de la regarder. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette Mais scène. oui, tout se passe hors champ, la Ouais. force de la force de persuasion et d'imagination. La suggestion. La suggestion, C'est ça la qui force va de te la faire en suggestion, sorte que, justement, qui va t'émouvoir, qui va déclencher des émotions, des sentiments, parce que la peur de l'inconnu, parce que c'est la pire des choses. Mais qu'est-ce qui arrive à ce gars-là? Pourquoi la corde comme ça défile? Et en plus, ils en sont à un moment du film où ils ont déjà eu des preuves. C'est-à-dire Ouais, que la c'est vrai. première créature qui sort de la brume, je sais pas si c'est symbolique, mais en tout cas, elle est tentaculaire. Donc, pour nous dire que ça va se répandre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les créatures ont un design caractère hyper intéressant. Tu parlais tout à l'heure de la dernière, la grande, qu'on ne voit quasiment pas. Les jambes commencent, le corps finit dans la brume. Je pense que le film de Spielberg est passé par là, La Guerre des Mondes. Cthulhu aussi, pour les écritures de Lovecraft.
mais tous les caractères design, même je pense aux araignées avec des têtes un peu de crâne squelette, humain. de squelette de crâne humain, c'est génial. Qui est ça. aussi repris, je crois, d'un épisode de la 4e dimension ou de quelque chose comme ça. Je l'avais lu, j'ai pas l'origine même de l'inspiration, mais c'est ça qui est intéressant, c'est le bestiaire. Après, pour l'exécution des effets spéciaux, c'est là où moi j'ai des réserves. On va en parler, mais ça n'a rien à voir avec en le film. revoyant, tu vois, vas-y, pardon. Fouad. Non, je voulais juste dire, parce que en fait, on en a parlé tout à l'heure, mais clairement, la scène de la pharmacie, c'est big up aliens quand même. Ils sont tous suspendus en l'air comme des Et la fin comme de des ça. aliens. Ils ont exactement. Ils ont des cocons, enfin des créatures en eux, des araignées. Après, il y a l'acide sulfurique. Rappelez-vous, la première fois dans Alien de 79 de Ridley Scott, quand il y a le premier sang qui coule et que ça traverse toute la carlingue du vaisseau, on se dit waouh, si ça tombe sur la peau, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et là, ils le font. C'est-à-dire que cette toile d'araignée, ces filaments, quelle idée quand ça tombe sur les jambes du mec et tout, mais tu as mal pour lui. Et la tension. Et tu vois William Sadler, excellent d'ailleurs dans le film, qui bascule dans la folie. Et d'ailleurs, c'est là où je vais revenir sur Thomas Jane. C'est énorme, hein, ils envoient les filaments, c'est génial. C'est genre leur mitraillette à eux, tu sais. En fait, c'est comme des fléchettes. arcs. C'est des fléchettes. C'est ce que j'allais dire. Mais tu vois, même Thomas Jane, on en parlait tout à l'heure, mais il y a certes la scène de fin, mais la scène où il y a le petit jeune commis là qui se fait massacrer par, c'est là où il bascule, parce que là tu vois qu'il est bon. Parce qu'en fait, j'ai vu une scène récemment qui traîne sur les réseaux, on voit Tom Hanks, bon, j'ai des réticences sur le gars, mais l'acteur est bon, et c'est après Captain Phillips, et il a improvisé une scène où il y a un médecin militaire qui est en train de l'ausculter. T'as vraiment l'impression qu'il a été traumatisé, qu'il a vraiment été blessé. Et ben là, t'as vraiment ça, c'est que t'as vraiment les gars qui sont traumatisés par la scène qu'ils viennent de vivre. Et Thomas Jane, il a vrillé. C'est-à-dire que t'es à la limite de la folie, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est encore une fois révélateur de quand on sort de leur confort. Et Jamel l'a très bien expliqué. Moi, encore une fois, avec mes yeux et mon interprétation, j'y vois une Amérique intouchable qui s'est fait humilier devant le monde entier, qui ne se sent plus si puissant et si intouchable que ça, et qui fait ressortir du coup des instincts animaux plutôt curieux. Il y a eu 2 Amériques qui se sont scindées en 2, paranoïa, xénophobisme, plein de choses comme ça, mais il y a eu aussi un côté où les gens se sont rapprochés, se sont réunis pour affronter tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains des personnages principaux, ou non, qu'ils le deviennent par la force des choses. Mais c'est typiquement un film post-11 septembre, enfin, vous en avez parlé, mais on a parlé de la guerre des mondes avec les gens qui sont réduits en poussière. Ou Cloverfield, parce que c'est exactement le même monstre, la même créature. Mais là, c'est vrai que clairement, tu vois en fait, qu'est-ce qui a marqué à l'époque quand on a vu la guerre des mondes de Spielberg, c'est que les créatures, contrairement au film originel, elles sont déjà là. Donc en fait, l'ennemi intérieur, c'est ça leur angoisse aux Amerlocs, c'est que les ennemis sont déjà à l'intérieur. Donc en fait, on en a parlé. Donc en fait, là, vous avez vraiment ce côté, à l'intérieur du supermarché, il y a des ennemis, c'est eux-mêmes, on en a parlé tout à l'heure, et vraiment c'est le côté genre, par exemple, oui, les terroristes, ils ont été formés aux États-Unis, donc finalement, ils étaient déjà là, sur le territoire, et en fait, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie, on parlait de The Thing, l'original, de Howard Hawks. C'était le macartisme, enfin c'était la peur du communiste. Là, c'est la même chose, c'est la peur du communisme également. La peur du communiste, la peur du gaucho, enfin du gauchivois, pour eux c'est l'enfer. Et donc clairement tous ces films de monstres et tout, des extraterrestres, l'extraterrestre, c'est donc l'envahisseur. C'est l'envahisseur, c'est une métaphore de la xénophobie, mais la xénophobie était symbolisée plutôt que par un arabe, un noir, un chinois, tu mettais un extraterrestre. C'était plus pratique, ou un monstre. Et voilà, et résultat, clairement, ça boucle. Et c'est vrai que ce serait intéressant maintenant, à l'aune maintenant de 2025, de ce qui se passe. On va dire que le 11 septembre, ça a quand même été structurant, et on voit que là, ce clivage démocrate, républicain, mais même moi j'ai beaucoup de mépris pour les deux, je vous le dis honnêtement, aussi bien pour les... Là, on voit bien, c'est très bien montré les démocrates dans ce film. Ce côté soi-disant hypocrite, genre on est cool, on est moderne, on est urbain, tout ça, puis en fait, ils ont un mépris profond pour la classe du bas. Et la classe du bas, elle essaye de s'accrocher à quelque chose. Oui, elle essaie de s'accrocher, mais sauf que le résultat, vu qu'elle peut vite être manipulable, c'est horrible à le dire. Il y a des gens qui vont les manipuler, qui vont les mener là où ils veulent aller. Et c'est dommage. Moi, plein de fois, je suis désespéré de voir des gens qui s'acharnent sur des gens qui sont au RSA ou des réfugiés, alors qu'en fait, il faudrait qu'ils s'acharnent sur les milliardaires, les Bolloré, les mecs comme ça. Tu dis, mais pourquoi ? Parce que tout ça, c'est orchestré. Et c'est très bien montré dans le film, je trouve. C'est qu'il ferait mieux de se fédérer. Au lieu de ça, ils se déchirent. Et voilà, et résultat, il n'y a pas d'union sacrée et ça donne la fin. Enfin bref, voilà. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, Redouane, par rapport à la mise en scène, ou en tout cas le film qui est incarné dans une réalité et qui se veut un parallèle à ce qui s'est passé notamment sur certaines guerres ou certains épisodes historiques, ce que disait aussi Fouad par rapport aux épidémies, par rapport là tu parlais du macartisme et tout, justement ça corrobore avec
l'envie de Darabont de pouvoir aussi réaliser quelquefois dans une vision très, très documentaliste aussi. Mais totalement. Quelquefois, on est vraiment sur du documentaire. Moi, je me souviens de panneaux à l'épaule où là, carrément, en fait, il fait des panneaux gauche-droite alors que normalement, tu dois cutter et tu fais un simple champ contre champ. Mais c'est très voulu parce que... Et donc ça ancre le film dans une réalité de documentaire et ça permet en fait de s'inscrire dans une espèce de réalité. Caméra embarquée, limite. Les équipes qu'il a engagées sont issues de son expérience télévisuelle sur The Shield. D'accord. Et pour moi, il y a un rapport évident entre avant The Mist et après The Mist. Que fera Frank Darabont après ? Uniquement de la série. Les 2 épisodes pilotes de sa série phare qui est The Walking Dead, c'est quasiment un film. Okay. Et ce qui est pour moi le meilleur de la série. Et ensuite, il enchaîne avec Mob City, qui est une autre série. Et depuis, vous pouvez vérifier, il n'y a plus aucun autre projet de Frank Darabont. Donc oui, pour moi, il y avait quelque chose d'utile et d'agréable dans le sens où sa manière de travailler a été très rapide, très prolifique, très assimilée par son casting. Je sais même que Thomas Jane voulait passer à la réalisation pas longtemps après. Il a assisté au montage de A à Z. Il y avait des équipes d'acteurs au sein du tournage qui étaient là en train de faire des appels de phare aux cadreurs parce que justement, des fois, ils loupaient des choses. Il y avait 2 équipes qui tournaient en même temps dans les studios. Donc, c'est une manière de tourner qui est très rapide. Il y a un monstre, en fait. C'est quoi, c'est pas moi. Je me dis, c'est Fouad qui grogne depuis tout à l'heure. Non, pas du tout, c'est pas moi. Non, mais attends. C'est moi. Non, mais t'es ventriloque parce que tu parles et tu fais des bruits en même temps. Parce que moi, je me disais, mais il part en yoke, Fouad, j'entends. Je le regarde, il fait pas de bruit. Je fais pas du tout de bruit. Tout ça sera coupé au montage parce que je regarde Fouad et je te jure, je dis, mais il y a un monstre en dessous, il y a quoi le Il y a Cthulhu dans le placard. Dans la brume de... Donc, ce que je disais, c'est que sa manière de travailler, il en a pris vraiment une dynamique. Il avait un découpage technique, mais il y allait même pas vraiment il allait au fur et à mesure. Il réinventait limite sa mise en scène chaque journée de tournage. Il a peut-être fait en 3 semaines 50% du long métrage. Okay. Ça, c'est réel. C'est très plaisant à voir, du coup, parce qu'on est vraiment dans cette itération de cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est les séries qui étaient populaires au milieu des années 2000. On va retenir et on va citer plein de noms de films qui sont des chefs-d'œuvre, parce que nous sommes cinéphiles. Mais la série est vraiment arrivée à son prime à cette époque-là, et il y a insufflé quelque chose, une manière de travailler qui retranscrit le réel. Tout de suite, là, j'ai une scène, c'est dès que la brume apparaît sur les parkings du centre commercial, de cette zone commerciale, je le répète encore une fois, j'ai des images du 11 septembre en tête, de gens qui courent juste en dessous des buildings, dans la fumée, dans les décombres, dans quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'urgence. Et comme il le disait Fouad d'ailleurs, totalement, c'est-à-dire survivre dans l'urgence avec une situation qui était totalement inédite à ce moment-là. Donc oui, sa manière de filmer est très documentaire. Parce qu'encore une fois, les conflits qu'ont affronté les États-Unis ces dernières années-là ont été filmés de A à Z. La première guerre filmée à la télévision, ça a été la guerre du Golfe. On est passé par tout ça, donc il fallait choquer l'Amérique. Et cette manière de filmer est très choquante. Parce qu'encore une fois, ancré dans le réel, c'est ce que Stephen King, c'est l'ADN de Stephen King. Des choses qui se passent comme ça, même du surnaturel, mais dans la vie du quotidien des gens. Et le quotidien des gens, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment simplement plus pour rendre l'action plus réaliste et brutale. Hein. Pas forcément pour créer un parallèle avec des événements historiques passés des États-Unis. Moi, je le vois. Moi, je pense que pour moi, vous ancrez un peu trop dans des moments de... Non, parce que... Enfin, vas-y, dans des moments de... Dans des moments spécifiques qui sont dus en fait au traumatisme des États-Unis. Non. On n'a pas parlé de Vietnam parce qu'il n'y a pas de brume. Mais justement, je voulais en parler parce qu'en fait, j'étais en léger désaccord avec Redouane parce que la guerre du Golfe, c'était la première guerre de mystification. C'est-à-dire qu'on a commencé à nous montrer les soi-disant frappes chirurgicales. Et c'est là où ils ont commencé vraiment... Déjà, il y avait la propagande dans les années 40 et tout. Mais le Vietnam, c'était une des premières où ils filmaient vraiment avec les caméras Super 16. Pas en direct. Je parlais de direct, moi. Ouais, voilà. En direct, mais on n'a pas vraiment... En fait, ils ont adapté, effectivement, tu parlais de 24 heures et tout. Il y a vraiment ce côté... il y avait une série aussi... En temps réel, quoi. En temps réel, où tu filmes, en fait, à l'épaule et tout ça. Moi, j'ai fait des courts-métrages comme ça. Donc, je vais rien expliquer, hein, je vais pas faire de leçon de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu as un groupe comme ça et que tu tournes à 2 caméras, tu as un espèce de côté organique que tu peux pas retrouver quand tu découpes. Et d'ailleurs, au début, l'équipe technique te plaint et te dit, mais il est où le découpage? Non, le découpage, il va être fait par le mouvement des acteurs ensemble. Et en fait, tu répètes avec eux comme tu répéterais au théâtre,
Puis après, les cadreurs, ils commencent à se placer, à essayer de choper ce qui est intéressant. Pour ça Une que t'as vérité quelques de jeu, plans. quoi. Une vérité de jeu et surtout une vérité d'aller capter des regards. Tu parlais des panneaux, mais ça, c'est hyper important. Il y a même un plan, au moment, ils font des panneaux, tout le monde tourne la tête en même temps. Ouais. Ça, ils ont dû le faire en impro, puis après, ils ont dû le faire après, mis en scène. Et si vous remarquez bien, dès qu'on vers la sort... chef religieuse, exactement, évêque Marcia Gerarden. Ouais. Et dès qu'on sort... Comment elle s'appelle, Marcia Gerarden, non, son nom dans je sais pas du tout. McMordy. Bouchette, il a appelé Redouane. Ouais, Bouchette. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dès qu'on sort du supermarché, à part dans la scène de Madame Mordi, un nom comme ça. Madame Mordi, c'est vrai? Non, je te jure. Ah bon, d'accord. Non, c'est Madame quelque chose, il dit Madame Cordy, ou pas Annie Cordy, hein, mais... Annie Cordy. Ouais. Non, c'est pas la même joie de vivre. Non, mais ce que je disais, c'est que dès qu'on sort du supermarché et même de la pharmacie, c'est beaucoup plus découpé, beaucoup plus posé, il y a qu'à voir la fin et tout. Alors que l'intérieur, même le début. Alors qu'effectivement, quand on est à l'intérieur, t'as ce côté caméra volée, en fait, et on fait souvent ça pour ramener vraiment ce côté organique, ce côté vivant, ce côté, comme vous l'avez dit, reportage, documentaire et surtout chaotique. Parce qu'en fait, quand tu parlais du 11 septembre, on voit bien que les mecs ne savaient même pas que ça allait arriver. Donc, ils étaient en train de filmer. Il n'y avait même pas encore cette culture d'avoir des portables partout. Je rappelle qu'on est en 2001. Les portables, ça date de 96, 95 en France. Et aux États-Unis, ça s'est développé après les pagers. Donc, il y avait des mecs qui avaient leur petite caméra en train de filmer, des petites caméras archivées, des trucs comme ça. Et donc, ils sont complètement surpris. Et il y a des reporters qui vont, ils savent même pas ce qu'ils ont filmé. Ils sont pris eux-mêmes comme des reporters de guerre, quoi. Et donc là, vraiment, à mon avis, les cadreurs, ça a vraiment été ça, le brief. Parce que moi, j'ai fait des scènes comme ça où tu dis, je vous dis pas ce qu'ils font. En fait, ils y vont et les caméramans, ils sont obligés de chercher des choses et de voler des choses. Et ça se fait beaucoup au montage, parce qu'on n'a pas assez parlé. C'est vrai que c'est le montage qui va recréer une fluidité et qui va justement se focaliser. Quand tu disais que certains acteurs disaient, attention, là, il faut cadrer ça, parce qu'ils savent qu'au montage, ils vont récupérer un gros plan, un regard, et c'est ce qui va créer cette espèce d'impression d'oppression, de stress, de tension, parce que, rappelons-le quand même, c'est un putain de film de stress quand même. C'est un putain de film de tension, quoi. Clairement, ouais. Et voilà. Et Fouad vient exactement de détailler tout ce que je voulais dire, donc bravo. C'est exactement ça, c'est-à-dire que... J'ai pris les notes de Redouane. Non, mais c'est exactement ça. Mais même avec mes notes, je l'aurais pas dit aussi bien. C'est que, effectivement, les cadreurs n'avaient qu'une directive, c'était d'envoyer, de filmer, voilà, d'aller là où il y a de l'action, même quand c'était pas prévu. C'est juste que moi, je trouve que c'est dommage, parce que pour moi, ça va pas au bout des choses. Dans ce découpage technique avec caméra à l'épaule ou caméra levée ou tout ce que tu veux, là, avec les irig et tout, là, ça reste très, très propre. Ça reste très américain. C'est-à-dire que pour moi, ils sont toujours un peu quand même en surface. Tu vois, les Américains, c'est toujours, là, on va adapter ce code, ok, mais par contre, on fait attention, on déborde pas trop. Alors que le cinéma, ça peut être coréen, ça peut être même européen, ils vont au bout des choses. Si on doit débuler, on va le faire. Si on doit montrer vraiment un malaise, on va le faire. On parlait du fils de... Les Fils de l'homme. Les Fils de l'homme. Où je t'avais dit, t'as vu le film, moi j'ai découvert récemment sur grand écran, vraiment coup de cœur incroyable, chef-d'œuvre total, ultime, absolu. Et justement, avec les gouttes de sang. Oui, bien sûr, qui font exister la caméra. Qui font exister la caméra. Qu'elle ne devrait pas exister. Exactement. Tu vois, ça, on le voit pas, par exemple, dans The Mist. Et comme je te dis, la caméra débulée, si un personnage tombe, hop, tu vois, ou quand, par exemple, il y a cette invasion des espèces de, je sais pas comment appeler ça, ptérodactyles ou j'en sais rien. C'est des dinosaures, c'est totalement ça. Ils arrivent, tu vois, ça reste très très propre. C'est un peu comme quand ils font des films, tu sais, où ils montrent un personnage qui est clochard et tout, mais il a quand même des belles dents blanches. Ouais, je suis d'accord. C'est très drôle. C'est pas assez travaillé, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Alors que nous, on va faire un film, on va te montrer le mec, il a des chicots dégueulasses. Mais parce que c'est pas la volonté de Frank Darabont à ce moment-là. Vraiment, je le pense. C'est juste que c'est dommage, quoi. Peut-être qu'il y a un côté un peu théâtral dans la scénographie. Je pense que c'est un film d'énergie plus que de mise en scène. Parce que même lui, il avoue que son découpage, il le laissait dans sa loge, ça se sent. Et c'est pas sa volonté. C'est pour ça que je te dis que Intermédium, Darabont, c'était logique qu'il finisse sur le petit écran. Et c'est vraiment sa volonté de par la suite. Je pense qu'il a envie de faire des films, de continuer sa carrière peut-être. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'il a pas envie d'impressionner spécialement avec des plans Dutch débulés. C'est vraiment interpréter la psyché de ces personnages avec de la mise en scène. Je suis pas trop d'accord avec vous déjà. La meilleure scène, c'est la veille avec le lance-flamme. Hein. Ouais, non mais ça c'est génial. Enfin, la scène d'action la plus énervée, ce que tu dis. Irène, voilà. On se croirait dans Scooby-Doo, mais j'ai bien aimé. Non mais j'ai bien aimé cette scène. Parce que tu sais, la mémé qui sort le truc, j'ai cru qu'elle allait enlever un masque, elle allait voir un mec en dessous, tu sais. Non, mais moi je suis pas trop d'accord. Championne de lance-flamme du Maine, hein, comme Oli. Je pense que notre ami Darabont, la maman de Sigourney Weaver. Tu dis là, il y a des conneries en off. J'adore. Comme je dis à mon fils, en mode, tu sais, furtif. Tu fais des trucs en vanne, que personne en infrabasse. Non, ce qui est intéressant, c'est que
Rappelons quand même qu'il a fait un film assez, 3 films assez léchés quand même. Parce que je crois que The Majestic c'était un peu avant, il me semble. Ou c'est après. Et The Majestic, c'est un film ultra travaillé dans la mise en scène, dans la beauté des plans, dans les. Et il me semble que c'est ça. C'est juste avant The Majestic. On l'a fait dans la 7e dimension à John Ali, d'ailleurs, je salue. Et c'est vrai que là, je pense que le mec, il avait envie un peu de liberté, tu vois, parce que comme tu le dis, il avait très envie de le faire. Que à mon avis, même 18 millions de dollars, c'était pas le budget peut-être qu'il voulait au départ. Il s'est dit, je vais faire comme ils ont fait du temps de la 4e dimension. Rod Serling, ils avaient pas de moyens. Faisons efficace et concentrons-nous finalement sur l'humain, sur les rapports humains. Donc, les effets spéciaux sont pas mal. Moi, franchement, quand les créatures elles sont enflammées, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ils ont pas fait des vieilles flammes en CGI de merde façon Knight Rider pourri, tu vois. Donc au moins ils ont fait ça. Après il y a en noir et blanc, c'est vrai que l'intégration est mieux faite. Et moi j'aime bien ce côté. Mais c'est fait avec une boîte de conserve en fait, dans le sens où quand tu regardes le making of, bon bien sûr il y a cette société d'effets spéciaux qui a été pas assez performant parce que le délai était beaucoup trop court. Il y a ça, mais il y a surtout qu'il y a un côté Ray Harryhausen, comment il s'appelait Ray Harryhausen. Dans ces ptérodactyles, tu les as appelés comme ça, ces dinosaures. Il y a un petit côté Ray Harryhausen, c'est-à-dire vraiment un frame à l'ancienne, etc. Oui, c'est film de monstre, clairement, des années 50. Ouais. Exactement, mais vraiment, la patte Ray Harryhausen. Avant, ils étaient faits en... C'est ça. Et en carton-pâte. Ouais, voilà. Voilà, un peu à l'ancienne. Mais le truc, comment on appelle ça en motion, tu sais, comme dans Terminator 1 au début, là. Oui, c'est en stop motion. En stop motion, voilà, c'est ça. Vu, et ça. même les scènes de tremblement, c'est en hors-champ des membres du staff technique qui bougent les rayons eux-mêmes. Avec Frank Darabont qui envoie des choses comme ça depuis le hors-champ. Mais j'adore. Frank Darabont et les Argonautes. Mais vraiment, j'adore ce côté old school dans le film. T'as des scènes de making-of où tu vois Frank Darabont lui-même tirer la corde de la fameuse scène de la corde. Ah, mais c'est génial. Mais en fait, même le faux buste, il est tellement bien fait, même en termes de poids, si tu le faisais en numérique, ça serait tellement de la merde, mais là, c'est tellement bien fait, tu sens, même la position des jambes, c'est tellement génial. Non, mais moi, je l'ai revu hier. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, il y a des limitations sur les effets spéciaux peut-être, mais le film pour moi il est tellement immersif que ça passe. Et le côté, tu disais tes dents blanches, machin, je suis pas trop d'accord parce que je trouve qu'ils y vont parfois. Moi, j'avais oublié, même je l'ai vu en noir et blanc, mais j'avais oublié à quel point des fois il y avait des trucs gore. Par exemple, la petite nana, c'est joli, qui se fait piquer. D'ailleurs, c'est génial parce que ça indique sur très radical. Non, mais ça indique sur la dangerosité. Au début, tu dis bon, c'est quoi ces moustiques? Tu peux les tuer en les écrasant. Mais par contre, tu te fais piquer. T'as vu comment tu finis? C'est génial. Tu vois, et c'est génial de te dire qu'il y a cette menace létale en permanence, alors qu'en plus ils se font aussi bouffer par les autres créatures qui arrivent, qui arrachent carrément façon Jurassic Park le dos d'un mec. Enfin, tu vois, ils y vont dans le gore. Ouais, et la scène de la pharmacie, putain, je suis désolé, mais en termes de gore, de machin, et en noir et blanc, ça a quand même le même impact alors que t'as même pas le sang rouge, quoi. Et je sais même pas si c'est pas décuplé. Donc, moi, je suis pas trop. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Je comprends ce que vous dites parce que c'est plus lié à des limitations peut-être de budget, de machin. Mais j'aime cette énergie de. Putain, je sors de gros films. Ah oui, et puis c'est ça que t'as mis un peu passé sous silence, mais Darabont, il est connu pour pas du tout s'entendre avec les studios, avec un gros caractère à s'embrouiller. Donc quand il a fait Walking Dead, c'est lui qui a créé, qui a posé les bases. Il se casse après. Il s'est embrouillé avec eux, il s'est cassé. Mmh. Et à chaque fois, il a un très gros caractère, Darabont. Ah, ça se voit pas parce que dans les making-of, avec ses chemises hawaïennes et son sourire et son smile. Je te parle du rapport que tu peux avoir avec les financiers et les gens qui payent, les producteurs. Par contre, à l'inverse, il a ce côté très humain et très famille avec son casting qui reprend à chaque fois au fur et à mesure. Ouais. C'est pour ça que moi j'adore Darabont parce que je pourrais presque m'identifier, j'ai pas du tout son talent. Mais par contre, le fait d'aimer une équipe technique, d'aimer des comédiens, mais d'être insupporté par les financiers, par les prods et machin, ça me parle. Il y a un processus d'identification. Ah, grave. Parce que c'est très rare, effectivement, de tomber sur un vrai prod artistique, comme Andrew McDonald avec Danny Boyle, où c'est un vrai duo créatif. Souvent, ils sont là et te disent, par exemple, Darabont, pourquoi tu l'as pas laissé faire Walking Dead tout le début? Genre, c'est tellement génial, ferme ta gueule, en fait, laisse-le faire. Et après, c'est pour faire une saison 2 aussi pourrie. Oublie quoi, tu vois, puis après la saison 3 est mieux, mais c'est incroyable, tu vois, tu te dis mais pourquoi? Question d'ego, question de quéquette, laissez Darabont faire, voilà, c'est tout. Je fais de la politique, votez Darabont. Je sais même pas où il est, je sais même pas ce qu'il fait maintenant, tu vois, peut-être tu Redouane, tu sais. Depuis Mob City, il a rien ressorti. Il a dit, vous me faites tout chier, je m'en fous, je vais me Alors justement, retirer. On peut passer aux réserves. Alors les réserves, bah oui, tu reviens d'en parler, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, quand même, des créatures, c'est dur quand même. Pas toujours, pas tout. C'est quand même dur. En couleur, ça piquait. Hein. En couleur. Quand je l'ai vu en 2007, ça m'a vraiment piqué. En 2007, hein. J'avais l'impression d'être dans un épisode de Master of Horror, hein, des fois. Hein. C'était très difficile. Franchement, ça m'a...
Tu parles de quelle créature spécifiquement? Est-ce que Je te les parle de- géantes créatures, elles te dérangent celles qui sont dans la non, brume? moins. Celle qu'on voit largement moins. frontalement, celle qu'on voit frontalement. Alors déjà, Ouais. la première avec les tentacules. Ouais. Tu vois que c'est une incrustation sur After Effects, frérot. C'est pas possible. Ça, déjà, ça fait vraiment mal à la tête. Ouais. Pourtant, cette vision de la créature, tu vois, une espèce de tentacule qui après se ressort avec des griffes, j'ai trouvé ça génialissime. Ouais, Et ça design. te happe et ça te découpe en même temps. Parce que moi, je pensais que ça pouvait que te tirer. Ça te Et en fait, croque. non, ça te croque. Ils sont forts dans le mode de létalité des créatures. Ils ont trouvé. C'est des machines à tuer. C'est les des créatures. machines à tuer, Ouais. exactement. Intelligentes, même coupées de leurs membres, en fait. Voilà, c'est c'est un ça. espèce d'écosystème à l'intérieur du truc. Exactement. Donc ça, mais par contre, les incrustations, on est quand même en 2006 là. Je suis d'accord. Tu peux faire mieux, largement mieux. Tu crois? Ah non, En mais 2006, attends. J'ai ma En théorie. 2006, il y avait du lourd en effets spéciaux, Fouad. On n'est pas trop. Moi, je vais laisser la parole à Redouane, mais juste parce que avec le camarade John Ali, on a même théorisé ça. On en parle souvent. On dit début 2010, enfin début 2000 jusqu'à fin 2010, l'inverse de l'âge d'or des effets numériques. C'est le pire moment. Et même maintenant, c'est horrible en 2025. Tu regardes Captain America, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu en screener. C'est une honte, mais vas-y. Bah, je pense qu'on a la jonction des deux, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on déteste, par exemple, c'est des impacts de sang ou des impacts de balles en numérique. Et la chose qu'on a peut-être appris en premier à faire dans une école de cinéma avec un pétard et une plaque de fer, c'est pas le problème, c'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'en 2004 ou 2005, il y a le film de Guillermo del Toro, du coup, Le Labyrinthe de Pan. Et c'est ce qui donne envie à Frank Darabont de contacter Guillermo del Toro pour le mettre en relation avec la même boîte de prod. Donc moi, je pense que c'est l'utilisation des effets spéciaux et surtout comment ils ont géré la post-prod. Un exemple tout bête, aujourd'hui, les Marvel, là, ils font des films à 300 millions de dollars et ils envoient tout leur rush à changer en post-prod. Là où la logique, il faudrait qu'ils fassent d'abord leur montage et qu'ils envoient ensuite ce qu'il y a à modifier. Là, pour Frank Darabont, il a choisi une excellente firme d'effets spéciaux, sauf qu'il n'a pas eu le temps ni les moyens nécessaires de réellement bosser avec eux. Et je pense que c'est ça où le dilemme se crée, c'est que même un film comme The Thing, la suite, donc le préquel, avait été pensé de A à Z en animatronique, et les studios sont venus leur dire non, on va quand même en faire du numérique. Donc je pense que Frank Darabont n'est pas du tout responsable à 100%, voilà, pour le dédonner un petit peu. Je pense que sa volonté première, c'était réellement de nous ancrer dans le réel avec ces créatures-là. Faute de moyens, de budget, d'entente avec les studios. On rappelle que c'est un film produit par Dimension, qui est une filiale des frères Weinstein. Pour moi, c'est logique qu'un film de Stephen King d'adapter commence par un logo Dimension. C'est ce qui m'a vraiment plu. Moi, en plus, j'adore ce studio. Weinstein qui est une grosse merde. Oui, les propriétaires sont des merdes, mais c'est un studio avec lequel j'ai une affection parce que Scream. Oui, bien sûr. Parce que plein de licences comme ça ont commencé et démarré avec ce logo. Totalement, tu vois. Donc je pense que les effets spéciaux ont très très mal vieilli. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui peuvent te les refaire. Je sais pas si c'est une volonté pour les futures c'est déjà daté. mais déjà, à la sortie de la salle, il y en a qui sont déjà datés. Celles qu'on voit frontalement. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. C'est que je suis d'accord. En fait, moi, j'ai à pas mon fini avis, sur ça. Non, mais je vais te repasser la parole. Ça va je vais pas partir sur un tunnel, rassure-toi. Ce sera une petite route, un petit chemin. Juste pour te dire qu'en gros, à mon avis, ça doit être génial de voir les dessins de conception. Tu sais, ça va être super. Ah oui, ça, parce qu'il doit être magnifique. Les storyboards. Ouais, non, mais même les dessins des créatures, parce on a parlé de l'araignée avec la tête de crâne et tout. Les designs sont géniaux. Et il aurait fallu, à mon avis, une approche à la Rob Bottin dans The Thing. Tu vois, un truc organique, un truc vrai. Alors que ça date de 80, tu vois. Donc, à mon avis, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Après, c'est pas le même budget. Pour nuancer mes propos, je trouve qu'en noir et blanc, ça passe largement mieux. Oh oui. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, en le revoyant même en 4K, ça m'a pas piqué autant qu'à l'époque en couleur. Donc franchement, ça va, ça passe. J'ai quand même apprécié, j'ai savouré, surtout quand on parle, tu vois, dans la pharmacie, ça me va. Moi, c'était, à certains moments, je trouvais que ça faisait vraiment très incrustation. Le Sherminator et la première attaque de nuit. Voilà, ouais, ça fait mal aux yeux. En noir et blanc, c'est nuancé. Donc ça va, ça passe. Il y avait quand même, à mon avis, matière à faire quelque chose de plus organique, même en gardant justement les effets spéciaux, sans rentrer dans vraiment le top, le prime de les animatroniques et tout ça. Ça aurait été absolument génial. Et pour moi, ça aurait monté le film dans un autre level d'angoisse, de peur et de crainte. Mais pour moi, les effets spéciaux, ouais. Après, bon, il a amené des éléments de réponse, Redouane. Mais voilà, moi je parle, je rentre pas, je fais vraiment le spectateur lambda, je rentre pas dans l'écosystème du film. Non, mais je suis d'accord, c'est l'immersion qui compte. L'immersion, voilà. Moi, je sais que je ne conçois, et d'ailleurs je conseille à tes auditeurs de ne regarder ce film qu'en noir et blanc. Ouais, J'insiste, je suis radical là-dessus.
parce que moi je l'ai revu hier en noir et blanc. Tout ce que vous dites, ça m'a pas dérangé, je le conçois, je vais pas du tout le contester. Mais résultat, ça lisse vachement les effets, ça les mélange dans un univers. Et puis, résultat, même la brume, enfin tu vois, ça accentue tout. T'as l'impression que les couleurs ont disparu du monde aussi et que ça rajoute quelque chose. Je vais aussi faire partie de ces recommandations. Je le regarderai en noir et blanc et je vous le ferai en off. Donc juste la société, je viens de vérifier, c'est Café FX et effectivement, ils sont très 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 bons. Je pense que c'est juste une question de temps et de budget. Mais c'était pas la volonté de Frank Darabont, je pense. C'est juste dommage, je suis d'accord. On peut passer au schéma où j'ai trouvé aussi là un peu stigmatisant et un peu le schéma les gentils, les méchants, le manichéisme, le schéma religieux. Ou entre ceux qui facilement gardent la tête froide et ceux qui se font embobiner, endoctriner en 5 minutes. Comme William Sadler. Exactement. J'ai un peu de mal là-dessus. Est-ce que c'est pas comme ça dans la vie ? Ceux qui passent... Franchement. Non, j'ai trouvé ça trop caricatural, Fred. D'accord. Franchement, les bons d'un côté, les fanatiques de l'autre. Pour un film comme ça, pour quelqu'un d'aussi intelligent que Darabont et tout, je sais que le public américain, ça reste du divertissement. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était... Je trouvais que cette espèce d'élu comme ça, elle était un peu mise trop rapidement sur un piédestal. Elle peut avoir la dame qui dit « Oui, vous avez vu, elle a raison et tout. » Mais... carrément à ce que le boucher il arrive et il plante le soldat, c'est en 2 nuits. Bon après j'avoue il se passe des trucs dingues, après comme on dit aussi c'est peut-être une révélation. Si t'es une personne qui a des penchants, peut-être qu'effectivement vu que là c'est vraiment exacerbé, c'est une question de vie ou de mort, peut-être il y a certaines personnes qui pourront agir comme ça, mais la manière dont elle arrive vraiment à conquérir tout un espace et tout un public, alors après j'avoue elle lâche pas, hein. Elle débite, hein. D'ailleurs, ils ont coupé parce qu'elle était beaucoup plus présente. Ils ont coupé, sinon ça aurait bouffé le film. Mais tu vois, par rapport à ta remarque, rapidement, en fait, il cherche un bouc émissaire. Et là, William Sadler, il pète les plombs parce qu'en fait, il sait pas comment s'en sortir de cette situation. Il devient fou. Donc, résultat, c'est trop facile. On va se défouler sur le militaire qui a donc provoqué le truc. Et donc, il devient bête et méchant, quoi, tu vois. Et elle manipule ça. Tu vois, pour moi, c'est une sorte de leader qui manipule les gens qui ont peur. Qui ont peur. Après, c'est pas des évangélistes, hein, c'est des fanatiques religieux. Ouais. Vous utilisez évangéliste. Pourquoi ? Parce que moi, je reste je suis pas évangéliste, hein, tranquille. Hein. Mais t'as vu, je n'ai pas envie de froisser certaines personnes qui peut-être sont évangélistes et qui se reconnaissent pas là-dedans. L'église évangélique aux États-Unis, elle est plutôt connue comme étant assez extrême et assez proche de. Moi, j'ai un propos, c'est que je vais continuer dans mon allégorie. Non, mais moi, c'est mon allégorie. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec la région. C'est juste une question. Encore une fois, hein, George Bush était évangéliste et il a quand même dit nous allons aller faire la guerre à l'Irak. Pour Jésus-Christ. Et encore une fois, je l'ai cité. Le camp du bien. Le camp du bien, je l'ai cité parce qu'à un moment donné. Contre l'axe du mal. Contre l'axe du mal. Et juste en rapport avec la durée du film, tous les autres films de Darabont font entre 2h30 et 3h, voire même plus. C'est l'un des premiers qui est sur une durée de 2 heures. Donc effectivement, il y a eu des coupes, dont une scène où le gamin devait se faire bouffer par une des tentacules. Donc effectivement, c'est peut-être un petit peu rapide, mais tout se passe en hors-champ. Donc la force de persuasion de cette fanatique-là, elle est très puissante, même en hors-champ. Et à un moment donné, il y a justement un échange avec l'un des bikers, qui est un gars avec plein de courage, qui ira avec cette corde. L'homme à la corde. Et après son discours religieux, il se retourne vers elle et il lui dit justement, moi aussi, je suis croyant en Dieu. Sauf que moi, mon Seigneur, il n'est pas aussi violent et avare de sang que le vôtre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se scinder en plusieurs groupes, même dans les groupes religieux. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et passer la première nuit. Bien ouais, je la nuance. Passer la première nuit de chaos, donc la première attaque, où ils se rendent compte que la lumière, tout ça, ça les attire, etc. Qu'est-ce qui se passe après ? La culpabilité, du suicide. Plein de sortes de suicides d'ailleurs par opiacés. On voit l'un des personnages qui est joué par l'une des scénaristes de Frank Darabont d'ailleurs, sur un autre de ses films, qui n'est pas du tout actrice. Elle se suicide avec ses médicaments. T'as les militaires qui se mettent la corde au cou. Ce plan, il est génial, hein, avec la bougie. Où elle l'appelle pour garder l'enfant, et puis après, hop, on la voit justement, elle est inconsciente, et puis hop, la révélation en un seul plan. On a le suicide et le flacon. Franchement, c'est hyper chiadé. Et Laurie Holden, très bien dans sa réaction. Génial. L'actrice. Ouais, vraiment. Ah ouais, elle est vraiment top, elle aussi. Hein. Mais encore une fois, pourquoi ils se mettent tous aussi rapidement à la suivre ? C'est qu'il se passe exactement ce qu'elle prévoit depuis le début. C'est-à-dire qu'avec tous ces prévisions bibliques cataclysmiques, Apocalyptique, ils se rendent compte que ça arrive au fur et à mesure, en fait. Et dès la première nuit, va se poser une espèce de croyance à travers ces gens-là,
dont le boucher en main armée de la justice. Et moi, ça ne m'étonne pas que ça aille aussi. Il y a un élément moi, que ce que j'ajoute, j'aurais aimé, vas-y. Il y a un élément que j'ajoute, c'est qu'il y a quand même l'espèce de moustique qui tue, qui se pose sur elle et qui ne la tue pas. Donc ça, c'est un signe. Ça veut dire qu'elle est épargnée, qu'elle est porte-parole de. Elle dit, je suis votre élu. Je C'est suis interprété comme un vaisseau. signe. Je suis le vaisseau. Après, quand tu Le connais vaisseau. les animaux type guêpe et tout, c'est vrai que si tu bouges pas. Non, sérieusement, mais je suis dans d'accord. la nature, si tu bouges, hop, vraiment, ils peuvent faire en sorte de repartir et pas de piquer. Maintenant, si tu fais la personne paniquée et qui bouge, tu vois, comme les prédateurs, si les prédateurs, ils arrivent, ils te regardent dans les yeux et toi, juste tu fais ça, tu bouges pas, t'as des chances de survivre. S'ils ont faim. Non, mais concours, Ça de, dépend s'ils ont concours faim. de circonstances Mais, ou non. bien sûr, je comprends très bien. Je partage totalement cet avis-là. On en a parlé dans Emprise, où il y a certains éléments de la narration, du récit, qui va justement créer de la justification et donner davantage de crédit à cette personne qui se dit être l'élu. Maintenant, moi, ce que je critique là-dessus, c'est que je trouve que ça aurait été plus intéressant et plus profond et plus fort À développer. de créer de la nuance en disant, il y a des gens parmi les crédules, les croyants, qui se disent, mais peut-être que, en fait, là, ça va trop loin. On a tué quelqu'un, tiens, hop, qui va rejoindre les autres. Et peut-être que dans l'autre groupe, qui se dit, mais c'est vrai, depuis à chaque fois qu'elle raconte un truc, ça se fait. Donc, j'aurais aimé un petit peu, tu vois, qu'il y ait des espèces de, comment on appelle ça, D'entre-deux. où il y a des groupes. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de doutes, que ce soit pas schématisé où il y a les fanatiques, il y a ceux qui ont la tête froide. Non, mec, c'est difficile de garder la tête froide dans ces cas-là. Si même quelqu'un qui est pas croyant et effectivement il est face à elle, il va se dire, mais attends, c'est un truc de fou. Il y a le moustique qui va sur elle, il y a rien. Tout ce qu'elle a dit qu'elle avait un mort, il y a un mort. Enfin voilà, tout ce qui se passe. Et de l'autre côté, la personne qui a un peu plus, tu vois, on va dire qui a plus un esprit critique et qui n'a pas justement ce poids du groupe et qui va se dire, non mais attendez les gars, ce qui se passe là, c'est incroyable. Vous avez tué quelqu'un, vous voulez sacrifier un enfant, vous êtes des malades là. Oui, mais peut-être que c'est une histoire de timing, parce que si tu regardes bien, quand il y a le paroxysme de ça, il sacrifie le militaire, qu'ensuite il manque de sacrifier l'enfant, il y a Toby Jones qui s'empare du gun et qui flingue. Voilà, enfin Marcia Gay Harden, enfin la religieuse quoi. En termes de timing, c'est assez rapide parce que finalement, si tu regardes bien, après je crois qu'il y a une nuit, il prépare des sacs à dos, des machins. Non, même pas, c'est juste dans la foulée. Et après, il se barre. Donc en fait, on ne sait pas comment il va évoluer le groupe à l'intérieur du supermarché. Peut-être que là, les nuances vont arriver juste après ça. On ne sait pas parce qu'on les quitte. On suit un autre groupe maintenant. On suit ceux qui s'échappent. Voilà, donc peut-être que les nuances elles vont arriver, peut-être qu'ils vont s'entre-déchirer, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais surtout, après. il y a un détail, c'est qu'on n'est pas dans un centre commercial lambda ou dans un supermarché lambda d'une grande ville, c'est qu'on est dans le supermarché Ils se connaissent du tous. village, ils se connaissent tous, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils l'entendent déblatérer ces conneries à elle. Et qu'au moment où ils en ont la preuve en face d'eux, ils en font un espèce de messie. Ok, j'ai capté. Et moi, le moustique qui s'arrête sur elle et qui la becte pas, moi j'ai vu, genre, il a reconnu une des leurs, hein, tu vois, c'était plutôt dans ce sens-là. Il a senti le mal, le truc, tu vois, du coup, il l'a épargné. Mais après, moi, je suis moins d'accord avec cette analyse. Un peu comme dans Alien 3. Ouais, mais justement, mais moi, je suis moins dans cette analyse-là. Mais moi, j'arrive pas à voir le côté symbolique, parce qu'en fait, cette notion du mal, elle est très humaine. Tu sais, pour moi, les créatures, elles sont pas méchantes. C'est pas des créatures, c'est pas le mal. C'est des créatures qui ont été libérées par ce portail interdimensionnel. Elles arrivent, elles ont faim, elles tuent, elles bouffent, elles en ont rien à foutre. Parce que si tu ramenais l'écosystème de l'Australie à Paris, quoi. Exactement, sauf que les créatures, elles sont... Ah, crocodile, tiens, il a faim, il bouffe mon fils, voilà. Mais là, non mais clairement, alors que là, Marcia Gay Harden, il y a quand même une conscience, parce que si vous regardez bien, c'est ça qui est bien avec ce personnage. Elle voulait pas jouer dans le film, elle a été convaincue après, parce que s'est dit, c'est quoi ce film d'horreur de pourri, en fait, elle s'est rendue compte que c'était bien écrit. Le personnage, il est nuancé. La scène des toilettes est éloquente à ce sujet. Quand elle est avec Laurie Holden, et que Laurie Holden, elle veut aller aux toilettes, et ben tu sens qu'elle est religieuse, mais elle a une énorme aigreur en elle. Elle la traite. Tiens, si j'avais besoin d'une amie comme vous, je la chierais quoi. Tu vois, donc tu sens que c'est une hargneuse, c'est une méchante. C'est une misanthrope. Là, pour le coup, c'est une misanthrope. Elle est très frustrée, ouais. Voilà, donc c'est pas. Alors pour moi, il y a pas ce truc de proximité. C'est plutôt l'analyse, tu vois, de plus comment dire. Zoologique que t'as fait, tu sais, genre le côté il se pose, tu bouges pas, bon elle t'épargne pas, et les autres voient ça, interprètent ça comme un signe, tu vois. Mais à mon avis, c'est vraiment pas genre le mal. Ces créatures, pour moi, c'est pas le mal. Par contre, elles sont létales, genre les humains, c'est juste de la viande à bouffer.
il les coupe en 1000 morceaux. Moi, j'aime bien. Il y a un côté Starship Trooper, on l'a pas évoqué, mais j'adore quand ils attrapent les personnages en hauteur ou Jurassic Park. Hein, mais vraiment, il y a ce côté genre, ils les coupent en 1000 morceaux, t'as aucune chance, tu vois. La corde se lève. Mais même la corde, mais quand ils attrapent Toby Jones et qu'il est en l'air, que le gun il tombe, je veux dire, il y a presque un côté anglais dans le film. Dans les films anglais, ce que j'aime, c'est qu'il y a aucune chance. En gros, des films américains, tu vois, il y a un petit, c'est ça que j'ai détesté dans la dernière partie de La Guerre des Mondes. Première partie, j'adore. Deuxième partie, actionneur débile où d'un coup il affronte les trucs et il s'en sort. Non, c'est débile. Il aurait dû rester comme c'était au début. Il risquait lui aussi de se faire cramer, voire même se faire cramer lui-même. Tu vois, ça a été chef-d'œuvre, quoi. Et là, une fois que tu y es, une fois que tu es confronté aux créatures, tu t'en sors pas. Et ça, j'aime bien ce côté-là. C'est vrai. C'est vrai que c'est deux mondes qui s'opposent, en fait. Bah, moi, j'aime quand il y a ce côté inéluctable, quoi, tu vois. Mais il le dit dès le premier plan. C'est pour ça que l'affiche qu'il est en train de réaliser à ce moment-là, ce personnage principal, c'est celle de la Tour Sombre. Et la Tour Sombre est le point culminant des œuvres de Stephen King qui se réunissent toutes entre elles. Donc c'est pas anodin que ce film. Non, puis surtout il cite le plus grand film à ce sujet, c'est-à-dire The Thing. Dès le départ, ça commence, le premier truc, tu vois, c'est The Thing. La psychose de l'un, de l'autre, est-ce que c'en est un, est-ce que c'en est pas un. Exactement, dans The Thing, c'est pareil. La peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. L'apothéose de la paranoïa, bien sûr. Alors, dans un huis clos, bien sûr. Alors, Jamel, on te repasse la parole, t'as vu? C'est l'espion dans la maison. C'est l'espion dans la maison, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Il soupira. Il veut en décoller. Il soupira. Vous me faites chier. C'est niqué toute ma storyline. Non. Les réserves. Alors, je voulais juste revenir sur le casting. Le casting pour notre ami Redouane, c'était quand même une réserve. Moi, là où je rejoins Fouad, c'est que je me dis, c'est un peu comme une équipe de foot. Si avec des joueurs qui sont milieu de tableau, tu arrives quand même à gagner un championnat ou une coupe, bah pour moi, c'est réussi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, le fait que ce soit un village, je trouve que c'est beaucoup plus logique que tu aies comment il s'appelle le mec? David Jonathan... Thomas Jane. Qui s'appelle David, là, dans le film. Du coup, Thomas Jane, effectivement, il n'a pas le flegme, il n'a pas le charisme d'un Brad Pitt, d'un Johnny Depp, d'un Tom Cruise, même Edward Norton. Pour moi, c'est un Edward mélange Norton, entre... il aurait pu faire ce film. Ça aurait pu cartonner. Ou Adrian Brody, non? Oui, mais... pour moi, en fait, Thomas Jane, c'est un mélange Gibson, c'est le mec qui sort tous les blazes. JCVD. Kev Adams. J'allais te prendre une jonction entre un acteur un peu mainstream et un acteur un peu moins. C'est un mélange de Christophe Lambert et de Ben Affleck, ce mec. En fait, c'est-à-dire que Christophe Affleck, rien à voir avec Ben Lambert. Ben Lambert. Et encore une fois, je vous dis ça parce qu'à l'époque, je suis attiré. Enfin, c'est pas ce qui m'attire parce que Thomas Jane, c'est une déception, Thomas Jane à l'époque. Mais quand tu regardes bien avec le recul, d'accord avec toi, t'inquiète, moi j'arrive. Mais avec le recul, il est quand même assez bien dirigé et c'est assez sobre. Moi, je pense que tu l'as pas aimé dans le Punisher, c'est pour ça que tu l'en veux. Non, c'est pas que dans le Punisher. C'était un mauvais casting dans le Punisher. Et puis j'aime pas les films où Travolta est mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le reste du casting est excellent. Il est excellent. Oli, l'adjoint, il est énorme. La blonde, la dame là. Laurie Holden, elle est géniale. Aussi, le mec avec sa casquette là, qui joue dans les contes de la crypte. Le mec, comment il s'appelle? William Sadler. Extraordinaire. On l'a surtout vu dans Die Hard 2. Die Hard 2, ouais. C'est le méchant de Die Hard 2. Bah oui, le colonel, comment Saunders. Non, il y a le colonel Stuart. C'était son prime ça alors, Die Hard 2 là. Parce que moi, je l'ai vu que dans des séries B. Je l'ai vu que dans des bons rôles, parce que moi, il m'a marqué dans Les Évadés. Mais des excellents second couteau, tu vois. Ouais, mais un beau couteau quand même. Et oui, et tout le reste du casting, je te le dis, c'est des gens que Frank Darabont fait bosser depuis des années et qui refera bosser derrière. Ouais, le petit vieux au début, il arrive en courant. Même la dame du départ, la coupe courte là, qui se barre au début. Oui, elle se trouve une héroïne de Walking Dead. Exactement, et c'est parce que ça a quelque chose Alain dans son visage. Sa scène en plus, elle est hyper marquante. Mais justement, c'est parce que sa scène est tellement excellente aux yeux des autres acteurs et actrices que le Barack Obama, le capitaine Holt de Brooklyn Nine-Nine, Brent, viendra suggérer à Frank Darabont de la remettre dans une autre scène. Et Brent aussi, il est lourd, attention. Ce qui fait qu'on la revoit à la fin. À la fin, ils sont tous génial. bons. Ils sont vraiment tous bons. Ils sont tous justes. Ce qui est super, parce que tout à l'heure, t'en as parlé, mais je trouve ça génial, parce qu'en fait, ça montre que rien n'est vraiment joué à chaque fois. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, ça a l'air inéluctable. Tu dis, ils vont forcément mourir vu la force de létalité des créatures, du danger, même entre eux. Obligatoirement, personne n'a de chance. Et quand tu vois ça, tu dis, putain, c'est la résilience humaine. Il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir. Même dans des terrains de guerre actuellement, il y a quand même des gens qui survivent malgré ça. Et là, quand tu vois ça à la fin, tu fais, waouh, leçon de vie. Et il fait ça exprès. Après, une vraie belle leçon de mort, mais nous allons y arriver prochainement. N'est-ce pas, messieurs? Sûr, c'est l'espoir après le désespoir. Parce que je crois que tu as des réticences sur cette fin.
Oui, j'ai des réticences. Ouh Mais là t'as là terminé, là. Redouane, Non, mais sur En tout le- cas, pour le Ouais. casting, voilà, la relecture de 2025 me fait revoir ce casting excellemment parce qu'on en a vu entre-temps briller dans des shows ou dans des films ou des interprétations différentes de ce film. Je reste sur Thomas Jane qui joue juste, mais c'est pas non plus... pour moi, hein, réellement, ce film est un film de plateforme de l'époque dans le sens où, pas péjoratif, Ah ouais. dans le sens... je maintiens qu'avec la mise en scène télévisuelle et certains moyens, Mise en scène documentaire, on a dit, pas télévisuel pour les toi. documentaires, Ok. en général, les films documentaires, on va Ah non, plus t'as les des voir films à la télé. documentaires au cinéma. Non, mais je parle pour le public lambda. Nous, on va tout voir. Mais la plupart des gens découvrent les films documentaires une fois que c'est racheté par une chaîne de télévision. Ok, De c'est plus vrai. en plus sur Netflix d'ailleurs. Il faut dire les termes. Et même ces plateformes-là te font des films documentaires de plus en plus sensationnels avec des... On n'a pas parlé de la musique de ce film qui est un peu trop discrète pour moi, mais aujourd'hui, la grandiloquence des images et du son, même dans le documentaire, c'est fait pour choquer et impressionner. Et je trouve qu'avec l'issue de Franck Darabont dans le TV show, donc dans la... Je parle comme JCVD, dans la série d'aujourd'hui, pour moi, The Mist est totalement un truc des deux. Parce que je te le dis, Les Langoliers, quand j'étais petit, c'était des adaptations de Stephen King. C'était nul, hein, je précise. Bien pas sûr que tu c'était connais, nul. C'était vraiment Mais nul. c'était Tony télévisuel. Hawker, 2 heures dans la M6 avec l'avion, là, je sais plus, je jamais regardé. Mais plus de 10 minutes. pour un gamin de 7 ans... C'était bien Dopington pour toi? Ah non, c'était pas du tout C'était pas les terrible. boules vertes, là, je C'est sais pas exact. quoi. C'était Oh des là Pac-Man. là. C'était des Pac-Man dans une dimension... J'ai jamais compris l'engouement pour Non, mais ce parce que truc. j'avais déjà 20 ans, donc C'est c'est à cause de toi, normal. Fouad. Hein, t'as vu, tout à l'heure, j'ai esquivé, j'ai pas voulu en parler. Là, il a dit c'est claqué, j'ai pas pu m'empêcher. Mais vous avez de- raison que c'est claqué Maximum Overdrive, le premier film de Ouais, Stephen je King, sais, c'est un est ch- pourrave. ouais, c'est une Le catastrophe. premier et le dernier. Le premier et le dernier. Et exactement. c'est pour ça que Frank Darabont et Stephen King sont aussi bien en odeur de sainteté, parce que il y en a qui ont, d'après King, totalement dévasté ses œuvres. Et lui, il les a honorées. Et même si celui-ci est pour moi le troisième meilleur après Les Évadés et La Ligne Verte, ça reste quand même le meilleur dans l'intention de Frank Darabont, parce qu'il a un amour pour le fantastique, et on le voit après avec The Walking Dead, qui lui rend honneur. Mais pour moi, ça reste une espèce d'hybridation. Il est en avance sur plein de Parce que thématiques. c'est un film intemporel, c'est Mais ce moi, que tu disais. justement, j'ai envie de Exactement. rebondir sur ce que vient de dire Redouane. La quatrième dimension, c'était un programme TV, les gars. Ouais, je sais. Bah ouais. Ah, bien, ouais. Oui, mais alors attends, parce que je suis d'accord avec ça, mais si tu veux, c'est un programme télé qui a inspiré tout le cinéma fantastique Ouais, des j'avoue, 50 c'est dernières vrai, années. ça. Donc, tu vois, Spielberg, mais par contre, ce que je vais juste te dire, c'est que est-ce que l'un d'entre vous a jeté un œil à la série Netflix The Mist? Quelqu'un Non. a regardé? J'ai pas osé. Moi, Ouais, j'ai pas vu, non. Moi j'avais vu, j'ai commencé à regarder, j'ai vite arrêté tellement c'était de la merde. Donc voilà, ils ont fait une série, donc je vous dis ça pour les auditeurs de ton podcast. Du Spectrum, ça s'appelle le Spectrum. Non, mais j'aime bien dire de ton podcast. Ah, pardon. que c'est genre, non, le Spectrum, abonnez-vous. Ok. Non, mais juste, moi j'ai pas vu la série. J'avais commencé à regarder et je pense que j'avais un tellement bon souvenir du film déjà que j'ai fait non, ça va me gâcher le délire. Donc peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu. Mettez dans les commentaires. Mais oui, c'est intéressant parce que. Mettez dans les C'est vrai, on est pas commentaires. sur YouTube, là. Non, mais si tu le reprends sur YouTube. c'est Pense à vrai. ton il sait même pas ce qu'il fait. Les mecs. Alors, Clarence Bodycare, on te cite parce que je sais que t'aimes bien suivre, toi. Et ben voilà, tu mets des commentaires, tu nous mets, s'il te plaît, si la série The Mist est bien. Ça n'empêche, il faudrait qu'on jette un jour un Mais œil moi, sur je un suis épisode. d'accord avec toi. Le meilleur des compromis, ça aurait été cette série faite par Frank Darabont. Oui, ça aurait été intéressant. Tu vois ce parce que je veux voilà. dire, c'est que pour moi, il est encore un peu coincé dans Je sais son même média. pas s'il l'a produit, il faudrait qu'on regarde, mais je crois même pas. Je suis pas sûr. Je Parce pense que qu'il a ça dit- faisait tout cheapos. C'était Non, je suis vraiment pas le sûr. début des séries Netflix. C'était même pas comme maintenant. Le nom de et Frank tout, quoi. Darabont est associé à aucun projet depuis Mob City, qui était intéressant avec John Berthold, qui reprenait un peu la trame de Gangstar Squad, là, un peu les années 30, etc. Mais pour l'instant, il est un peu off. Peut-être qu'il reviendra avec du scénario, mais Il vraiment. est pas saucé, il a pas d'affaire lui. Hein. On n'a pas de dossier là-dessus. Il a pas une affaire. Je suis Le pas pote de certain. Weinstein, c'est vu que c'est produit par Weinstein. Je Hein. suis Ils ont pas pas été dans des certain, parties mais- fines ensemble. Je sais pas, mais tu t'éloignes de fois de moi. Tout ce Avec que je Puff voulais Daddy. dire, Je crois c'est qu'il était dans que, une soirée avec Puff Daddy. C'est un dingue, ce mec. avec le recul, ce film a un côté quand même assez sériel. Et c'est J'adore. c'est entre le Alléluia. frustrant et Ah l'admiratif non, pour moi. moi, je suis que dans l'admiratif. Frustrant parce que t'aurais aimé en voir plus dans le développement. Et c'est vrai que 2 heures pour Frank Darabont, c'est bizarre. Un réal comme ça nous offre des films de plus de 3 heures. Oui, ça pourrait être le pilote d'une 2h30. série géniale, effectivement. Ça pourrait être le pilote d'une série géniale. Mais pour moi, le pilote de The Walking Dead n'atteint jamais ce niveau-là par la suite.
Parce que Frank Darabont n'y met plus du tout un pied Oui, en bien tant sûr. que réal, mais en tant que créateur Non, de la mais série. il a fait dans Walking Dead des images qui marqueront même l'image enfin, l'histoire du cinéma. Mais il les réalise pas. Le mec, quand il arrive dans la ville et qu'il est à cheval avec les Ah oui, zombies ça, derrière. il le réalise. Ah oui, mais ça, c'est je lui suis qui d'accord. réalise. Ouais, hein, voilà. Ça, c'est lui. Ah, mais il a fait des trucs de dingue, très cinématographiques. Mais après, effectivement, moi, ce film, moi, je le préfère à La Ligne verte. J'aime beaucoup La Ligne verte, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je le redis, j'aime les films dark. Genre, j'adore Fight Club, j'adore des films comme ça, où c'est dark, où il y a très peu d'espoir. Moi, un de mes films préférés, c'est La Route, de John Hillcoat, où c'est glauque. Et moi, j'aime cette ambiance. C'est horrible, hein, mais j'aime ce genre de film comme ça, nihiliste. Et là, la fin, ce que ça dit, la nature humaine, même la fin. Hein, j'ai hâte qu'on en parle de cette fin. Alors, on va en parler. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, on va clairement spoiler la fin. On vous offre une porte de sortie, c'est maintenant. On vous offre un portail d'une dimension. Vous pouvez dès maintenant vous barrer. Mais ouais, on va passer à la fin. Alors, la fin, donc, il y a un petit groupe. Donc, on va appeler ça... Le dernier groupe survivant. Ils sont 5. Non, parce que les autres ne sont pas morts, comme disait Fouad. Ils sont pas... On ne sait pas. Mais c'est un des derniers groupes qui décide et qui part. Alors, à la base, ils le font même de nuit parce qu'il y a quand même une emprise tellement puissante et forte de la fanatique religieuse, là, qui fait, en fait, à un moment, ils ne peuvent même pas partir. Elle fait barrage. Elle fait barrage. Elle leur vole la nourriture et leur sac de survie. Exactement. Sacrifier l'enfant. Donc, il y a Oli qui repart, il y a Irène et puis l'autre monsieur, là, qui sont ensemble. Je sais pas si c'est un couple d'ailleurs. Non, c'est pas un couple, c'est 2 personnes âgées. C'est 2 personnes âgées. Ouais, on a forcément l'acteur principal, ouais, Thomas Jane, David avec Billy, avec son fils. On a l'ancienne prof, on a la nouvelle prof, on a le patron du supermarché avec son commis, et le dernier qui jouera Earl dans The Walking Dead, lui je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas on a une représentation. Ils arrivent à s'extraire. Bouffés. Et donc là, et finalement il y en a 2 qui se font tuer. Ouais. Voilà, il y a Oli, donc l'adjoint, et un autre, je crois que c'est le responsable du supermarché. Du supermarché, Tommy Jones, avec par une espèce d'arachnide là. Qui essaie de retourner dans le magasin. Exactement, et puis par contre eux c'est impossible, ils ouvrent pas, de toute façon c'était mort d'avance. Et ils arrivent, donc là ils prennent le pick-up là, ils retournent chez lui et ils découvrent sa femme. Alors sa femme aussi, pour moi, réserve de ouf, elle sert à rien du tout. Oui. Du début à la fin. Là pour moi il y a 2 hommages. J'ai pas compris pourquoi il était pas seul. Là pour moi il y a 2 hommages à ce que tu viens de dire. Le premier c'est le pick-up quand il s'allume dans la brume, on dirait l'affiche de The Thing. Bah oui. Avec les lumières qui partent comme Ouais, ça. C'est génial ça. Et en plus, c'est Ça, génial. c'est bien, Et en plus de ça, la femme du personnage principal qui est retrouvée dans son cocon, c'est la fin du roman Ça. D'accord. Ouais, puis clairement, même les références à Alien. En Alien, c'est que ça. Quand tu la retrouves dans une espèce de gel, machin, sauf que là, c'est une toile d'araignée. Moi, j'ai bien aimé cette fin, surtout que là, encore une fois. Mais on n'a pas Thomas d'empathie, Jane- Fouad, pour ça. Mais moi, je trouve que Thomas Jane, là, il est pas mauvais. Parce que quand la balance, Ça dure 2 secondes, craque. il regarde par la Mais fenêtre. pour elle, on n'a pas d'empathie, on la connaît pas, on l'a vu au C'est début. vrai qu'on l'a pas développé. En fait, ils avaient même prévu une relation amoureuse avec la prof, tu vois. Ils l'ont Mais c'est la zappé. prof, c'était la mère de substitution pour C'est moi. ça. C'est Oui, que lui, à la clairement. base, c'est un daron, c'est un père célibataire. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire ah c'est bon, Pourquoi il il y a a une gagné. mère, Il a à la gagné. base Non, Pourquoi il y a une mère, en C'est fait? vrai, je suis d'accord. Moi, je suis Il y a d'accord un père avec ça. célibataire, et puis tu vois, elle est là, elle lui caresse les cheveux au petit. Ouais, donc c'est c'est la vrai. mère. Tu vois, c'est Alien 2, là. Aliens, ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire limite, ah putain, elle est bien, Laurie Elden, il faut qu'il reste avec elle. Sa femme, elle sert à rien. Mais elle sert à rien. Donc là, limite, au lieu de pleurer et de se dire, bon, Mais elle ça est devait être morte. sa maîtresse, c'est pas ça. Il semble que c'est sa maîtresse une ancienne maîtresse dans le roman. Peut-être que le personnage de la mère sert à une chose, c'est-à-dire continuer d'avoir de l'empathie pour ce gamin qui n'arrête pas d'appeler sa mère pendant tout le film et qui passera de femme en femme, qui, même avec son père, qui se relaiera à chaque fois et qui sera, le personnage attendrissant, parce qu'on a toujours peur pour un enfant, et d'ailleurs c'est le seul enfant de tout le supermarché. Ouais. Mais donc à chaque fois qu'il réclame sa mère, l'empathie, elle arrive pour moi. Alors moi j'ai une remarque pas dingue, là-dessus. hein. J'ai une remarque, tout à l'heure tu m'as parlé du fait que j'étais papa. Et ben j'avais le souvenir que l'enfant était beaucoup plus touchant que ça dans l'histoire. C'est-à-dire que j'avoue, en le revoyant hier, j'adore ce qui se passe, mais c'est l'idée qui se passe qui m'a plu. C'est monolithique un peu. Hein, je suis pas un fanatique de son jeu. Ouais, je suis d'accord. On s'est rematé récemment pour la 7e dimension, on a rematé le 6e sens avec Alejo Osment, où le gamin là, qui c'est la joue Ligue des dans... Champions, là. Non, ou même le gamin qui joue dans Incassable, qui a grandi, qui est exceptionnel. Non, mais là, J'avoue que c'est j'aurais... pas le même niveau, là. Ouais, qui joue aussi dans Gladiator, j'aurais adoré un gamin comme ça. Parce que c'est vrai qu'en le revoyant hier, je me suis dit, ouais, off, peut-être parce que depuis j'ai des enfants et que je me dis, ouais, il y avait moyen de mettre la barre comme ça et C'est un schéma d'accentuer... répétitif, hein. C'est un peu. Il fait pas grand chose dans dans ce film. film. C'est un peu Newt en fait, aussi pareil. Non mais Newt, là pour le coup, je trouve que Newt, en termes d'actrice, même si elle a pas fait de carrière après, moi j'ai plus d'empathie pour Newt. En tout cas, alors que là, en le revoyant hier, même si encore une fois, j'aime cette fin, mais d'un point de vue scénaristique et narratif. J'aime l'interprétation à côté de ce que font les acteurs,
même si c'est discutable, tu vois, ce plan de loin avec les 4, il les a tous. J'imagine la scène à la John Woo, quoi. C'est le mec, il a le gun, il fait. Non, mais on va en parler tout de suite de ça. On va en parler dès maintenant. Non, mais c'est trop marrant comment il peut pas filer les flingues à chacun se suicide, quoi. Là, on a l'impression qu'il a flingué tout le monde. Il vient de spoiler de ouf le truc. Non, mais non, on avait dit qu'on spoilait. On est dans la zone spoiler. On s'était arrêté à la station. Vous voulez nous raconter du l'histoire. cocon. Alors, et je voulais revenez dire, en arrière. Ça va être coupé au montage, de toute façon. Je voulais dire qu'on continue. Donc, une fois qu'il découvre, donc là, il commence à pleurer. Bon, son fils, il sait même pas que sa maman est morte parce qu'il est en train de dormir. Bon, c'est ça l'idée. Et là, il dit, bon, on va continuer. Tant qu'on a de l'essence, ouais. Voilà, ça veut dire que dès qu'on est en panne sèche, de toute façon, voilà, on ne sait pas où ça va nous amener. C'est là où il croise cette créature exceptionnelle, gigantesque, Génial. avec cette superbe plan. avec les pas qui font carrément rebondir la voiture. C'est énormissime. On dirait des pattes d'éléphant, mais alors c'est surtout que c'est extraordinaire. surtout qu'on ne voit pas la fin, Et la au terminaison. cinéma, c'était incroyable. Moi, je vous le dis. Ce gigantisme, en fait, avec ce corps qui se termine au-dessus de la brume. Non, là, on est Mais là, on est une dans adaptation. Cloverfield. Là. On est dans Lovecraft, surtout. On est dans Lovecraft. Parce que Lovecraft, on a rêvé de le voir, ça. On l'a jamais eu, notre film de Lovecraft bien réussi. C'est l'une des meilleures adaptations Lovecraftiennes qui existent, peut-être avec un truc ou deux de Clive Barker, mais bon, bref, en tout cas. De toute façon, on est si dedans. les gens ils sont là, les auditeurs ils sont là, c'est qu'ils savent déjà la fin, donc il n'y a pas forcément besoin de l'expliciter Il y a davantage. quand même pas mal de public Donc, tu qui penses qu'il y a regardent des les mecs qui sont un peu podcasts. maso là? Non, il y a des gens Alors, qui... attendez, est-ce que je peux dire un truc? Dans Seven, à la fin, dans la boîte, c'est la tête de Gwyneth Paltrow. Dans Les Jeux Suspects, en fait, le méchant, c'est Kevin Spacey, c'est Kaiser Soze. Et en fait, Incassable, à la fin, en fait, c'est un super-héros, l'autre, C'est c'est que un j'ai génie jamais du vu mal. en plus Incassable. Donc là, et tu viens de lui spoiler Incassable. Non, j'ai tout spoilé. T'as Jamais t'as vu la pas ligne verte, Incassable jamais vu Incassable. Il y a des films que j'ai jamais vu. Non, t'as pas vu Je te Incassable? garantis, jamais vu. Arrête d'inviter Fouad Benamou. Non, mais normalement, tu. Est-ce qu'on peut retourner là N'écoute sur pas. le, s'il vous plaît? C'est très drôle d'avoir fait tous les spoils d'affilée. J'aime bien ce Ah, type. j'ai vu que c'était très stimulant. Donc, on continue. Donc, Vas-y. la voiture s'arrête. Et là, tout d'un coup, il regarde le mec derrière, là. Et ils se comprennent. Faut quand même dire qu'il y a quand même un sound design où il y a vraiment une espèce de présence des créatures qui les entourent. Et là, ils se disent, voilà, de toute façon, on va y passer. Et là, juste avec le regard, il comprend en fait que finalement, il va prendre la décision, David, de tuer tout le monde, sauf qu'ils sont 5 et il n'y a que 4 balles. Ouais, et puis c'est surtout qu'il refuse de mourir par les pattes, ou enfin d'une autre C'est ça. manière que par eux-mêmes. Exactement. D'ailleurs, le petit garçon, il avait dit à son père, papa, tu me protégeras, promets-moi que tu me protégeras, I promise. Ok. Quand ils font toujours les Américains. Pour moi, ça y est, là, maintenant, on est. Alors, Ah, moi, bah, y a c'est plus pas de du tout spoil. crédible. Alors, Pour moi, cette explique-nous. fin, elle n'est pas crédible du tout. Alors, pourquoi? Alors, déjà, Dans un l'exécution, élément que tu viens de dire tout de suite, c'est que à la base, le daron, il est censé protéger son fils. Je vois pas une seconde ce mec venir et tirer directement à bout portant sur son fils. Surtout qu'en plus, il a le visage de son fils qui le regarde parce qu'il se réveille. Et je vois pas comment il a la force de pouvoir flinguer son gosse. Pour moi, ça, c'est impossible. Deuxièmement, ils se comprennent en 4 secondes, genre, vas-y, ok, elle pleure, truc. Enfin, la dame, Laurie, elle pleure. Ils comprennent. Non, je veux dire, s'il y a vraiment, pour moi, ça aurait été beaucoup plus justifiable si vraiment ils avaient été vraiment entourés des monstres face à la vitre. Et là, ils disent, de toute façon, c'est mort, ok, on scanne. Ça, pour moi, déjà, ça aurait été plus crédible. la notion de choix, de non-choix. Voilà. Deuxièmement, pour moi, c'est pas logique que ce soit lui qui survit. Je comprends très bien dans le climax et tout, qu'est-ce que ça peut apporter. Mais pour moi, si jamais vraiment ça pouvait être un minimum crédible, pour moi, c'est obligatoirement, s'il tue son gosse, il se tue après. C'est impossible que pour moi, il tue son fils et puis après, il se dit, je vais sortir et les créatures vont me tuer. D'ailleurs, dans les faits divers, c'est souvent ça. Ceux qui flinguent leurs enfants, ils se flinguent direct après. Donc, s'il devait avoir une survivante, ça aurait été peut-être Laurie, d'ailleurs, ou une des personnes âgées. C'est pas du tout crédible. David, on le voit pas une fois tuer quelqu'un dans le film. Est-ce qu'il avait déjà tué quelqu'un? Non, non. Dans le il y a- supermarché Il y a ou autre. Toby Jones qui tue, mais lui, il tue. Et lui, il tue pas. Donc tout d'un coup, il arrive et il prend il endosse cette stature de je vais canner tout le monde et je vais être libérateur de. Pour moi, non. C'est pour ça qu'une scène existe juste avant où justement Holly fume cette fanatique, la cousine de George Bush, il la fume et justement il lui dit je viens de tuer quelqu'un, tu sais, par un peu d'aveu de culpabilité. Et Thomas Jane lui dit je sais, je t'ai remercié pour ça. Ça veut dire qu'il était d'accord avec ça. Donc on peut dire que juste avec cette scène, il a la notion de La fin justifie les moyens. voilà, de sacrifice. S'il faut en arriver là, maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est peut-être l'exécution dans sa rapidité. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger vraiment. Il n'y a pas de mise à exécution par faute d'autre choix. Tu peux Effectivement. pas tuer ton fils, Redouane.
Je suis Je d'accord vais avec pas toi. demander à Fouad. Non, je suis d'accord. J'ai pas d'enfant, mais je peux pas tuer mon Je gosse. suis frère. d'accord. L'espoir aurait été C'est qu'il impossible. mente. Ça aurait été qu'il mente et qu'il laisse à la fin peut-être son fils avec la prof. Surtout le regard de son gosse. Je suis d'accord, c'est la première chose qu'il voit quand il se réveille. Les gars, Je suis d'accord. Excusez-moi. C'est rien, excusez-moi. Moi, j'ai déjà été Ah, face à non, cette non, non, situation. non, je vais pas. Non, je vais. Excusez-moi, monsieur. C'est quoi votre prénom? Surtout qu'il cite Jim Jones à un moment donné dans le film. Ah oui, c'est vrai. Je rappelle qui est Jim Jones, c'est quelqu'un qui a fait partie d'une très grosse secte et qui a convaincu des gens d'avaler du jus d'orange empoisonné, donc un Il suicide le cite collectif. souvent, exactement. Alors écoutez, moi là où je vais vous montrer, moi j'ai un avis nuancé parce que je trouve ça hyper pertinent ce que vous êtes en train de dire. Moi je trouve. Parce qu'en fait j'ai parlé avec une copine, je dis on va faire une émission sur The Mist. Elle se rappelait pas, elle me dit ah oui la scène où il tue son enfant. La scène est géniale d'un point de vue scénaristique. L'idée qu'il soit obligé de tuer son gosse, c'est génial et qu'à la fin surtout, parce que c'est ça qu'on raconte pas, c'est que la brume se dissipe et là les militaires arrivent et à 2 minutes près il aurait pu ne pas le tuer. Donc c'est ça qu'il veut raconter, c'est l'absurdité et l'atrocité de la vie. Et tue qu'à la l'espoir. fin, il tue l'espoir. En fait, il aurait pu survivre et en plus il voit la mère avec ses gosses, il dit merde, à 1 minute près je pouvais l'épargner. Mais Oui, c'est là, tout l'enjeu de là où je te rejoins, l'ironie c'est- dramatique. ouais, poussée à mais l'extrême. c'est ce qui fait que la fin, elle est poignante d'un point de vue émotionnel. Moi, à l'époque, elle m'a marqué. Mais moi aussi. hein. Mais oui, mais quand on la décrypte dans le détail, sur la mise en scène, et même dans la crédibilité, je suis d'accord avec toi, ça ne marche pas. Ce qu'il fallait faire, à mon avis, hein, c'est que ils sont dans la bagnole, ok, lui donne le gun au vieux, hein, tu vois le vieux, il se flingue, la vieille, elle se flingue, elle se flingue, et lui ensuite, il étouffe par exemple son gamin, et après il se flingue. Parce qu'en fait, Je te dis, il Mais se oui. tue après. C'était- non, mais oui, il se tue après, parce qu'en fait, l'idée, c'est ça qui aurait. Enfin, la logique voudrait que l'enfant, tu vas pas lui tirer une balle dans la tête, tu vas prendre un coussin, tu vas le serrer contre La toi. manière, oui, Ouais, l'exécution. tu vois, l'exécution. Et sauf que le plan, il a fait ce plan qui est cinématographiquement génial, mais qui marche dans un film de Scorsese, tu vois. Les C'est Tarantino, là. Oui, On était mais dans non, c'est Tarantino. Tarantino, et ouais, les deux. Bah, Tarantino, il se réclame On est aussi dans des deux. Réservoir Dog. hein. Oui, oui. Tu Ouais, vois. mais il a raison, on a aussi à la fin de Casino Non, mais ou des trucs comme ça, c'est- tu vois. tu ouais, vois, ouais. tu vois de loin, tu vois les déflagrations, c'est C'est typiquement, ça, ouais. tu vois les mecs C'est qui rentrent gangster. et tu vois le ching, tu vois voilà, ça c'est très gangster. C'est pour ça que je te dis même l'enchaînement des coups de feu, tu te dis mais attends le mec on est dans un John Woo là. Et tu comprends qu'il Non, mais imagine la scène. Non, mais imagine tu fais Ouais, une c'est vrai, caméra c'est vrai, embarquée, c'est vrai. tu vois le mec il fait wow. Je commence par qui? Par le Attends, fiston. mais surtout qu'il vit super bien parce qu'il faut pas qu'il les rate, donc ça veut dire que le mec c'est le roi du tir quoi. Et bien rien nous a été indiqué comme quoi il était bon tireur. Donc le mec il fait quoi? Donc logiquement c'est que vu que le film est désespéré. Pourtant, difficile de rater. Non mais oui mais d'accord mais Tu trembles quand même. on revoit le plan, il y a Oui, à peu oui, je près 1 seconde entre chaque coup de C'est feu. vrai, C'est-à-dire c'est c'est vrai, vraiment. Tu sais, j'arrive même pas à le faire, tu vois. Et tellement on c'est dirait dur. même qu'il commence C'est genre par le son mec, fils, Limite, hein. je pense qu'il fait rouler le truc après, il fait rouler le gun, tu sais, avant de le mettre dans le All-Star, il fait. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'exécution pêche quand tu le revois, parce que l'idée est géniale, l'idée de se dire, putain, j'aurais pu épargner mon fils, machin. Mais voilà, mais maintenant, quand tu décrypes le truc, je te rejoins. C'est-à-dire que maintenant qu'on en discute, je me dis, bah oui. Fallait qu'il étouffe son gars. Moi, si par exemple, je sais qu'il y a des créatures qui arrivent ou des mecs qui arrivent armés pour violer mon gosse, bah oui, peut-être que je ferais ça, mais je me tue juste après. Tu vois, comme ça, voilà. Et c'est horrible d'évoquer ça, mais clairement, sauf que là, d'un point de vue, là, je pense que le côté cinégénique, cinématographique, l'a emporté complètement sur la crédibilité. Et quand on décrypte le truc, bah ça tombe comme un château de cartes. Par contre, d'un point de vue émotionnel, ma pote qui connaît même pas le film, tu vois, Ah, se souvient de ça. elle se rappelle de Oui, ça, parce elle que se ça rappelle que le marquant, mec, ouais. ah merde, il a tué son fils et pas de bol, il y a les mecs qui arrivent. Donc fin marquante. Si ça avait été Laurie qui avait survécu. Laurie, ma meilleure amie, la chanteuse, tu vas dire? Laurie, la prof, on peut dire la prof. Ouais, la ouais, prof. bien sûr. Ouais. Si elle avait vu justement le père tuer son enfant, se tuer lui-même, Un témoin, tuer ouais. les deux personnes âgées, parce que ça va, ils ont vécu quand même. C'est dégueulasse. Surtout que la prof, la vieille, elle. C'est vrai. L'enfant, le pauvre, mais les autres, ils ont peut-être Ouais, encore ça 10 va, ans, ça 10 ans va. à vivre. Ouais. Bon, ça va. Aux Vous pouvez États-Unis, 20 ans. Vous pouvez vous sacrifier. Mais alors, à la fin, elle survit parce qu'il n'y a que 4 balles sur 5. Et là, elle se dit, allez, bah, tuez-moi, genre les créatures et tout, venez. Et là, elle voit cette brume. T'imagines, elle, le traumatisme aussi qu'elle pourrait avoir. Alors, c'est moins fort, impactant. Ouais, c'est moins fort parce C'est qu'elle moins n'a puissant. pas le lien direct Elle n'a avec pas le l'enfant. lien, mais de se dire, j'ai vu un homme tuer son enfant et se tuer après. Même elle ne pourra plus jamais vivre sa vie normalement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord Donc, avec lui. Je trouve que cette fin-là, plus crédible, moins puissante émotionnellement, mais quand même, moi, je pense qu'elle a quand même une charge émotionnelle importante, plus crédible. Pour moi, ça aurait été, si je peux me Et permettre. moi, si moi j'ai un poids comme ça entre puissance émotionnelle et crédibilité, moi ça m'emporte plus que scénaristiquement moins crédible et plus de puissance. Pour moi, ça Ouais, ça t'a m'emporte quand moins. même marqué. Hein.
Ça m'a Malgré marqué. tout. Mais tu vois. là où je peux te rejoindre, c'est qu'en fait, les deux fins, les deux issues que tu proposes, enfin, celle en parallèle de celle qui existe déjà, c'est deux messages totalement différents. Dans le sens où là, il y a quelque chose qui sauve, c'est la suspension consentie d'incrédulité, parce qu'on est quand même dans un film fantastique, scientifique, ce que tu veux. Donc la réaction des personnages, bien que j'arrive pas à me détacher de l'allégorie de l'Amérique, qui est très bien ancrée, ça reste un film fantastique, ça reste un film de genre. Maintenant, les deux messages sont totalement différents. Là, c'est t'aurais dû croire en toi, même dès le début, parce qu'on y voit ce personnage qui a cru en elle, qui a pris son courage à deux mains, qui s'est détaché de toute autorité, homme, femme, militaire, gouvernement, et qui a réussi à survivre, et qui est aux côtés de ses enfants. Bien que si ça avait été la jeune prof, alors que l'autre vieille dame de la voiture est une ancienne prof, elle a même eu William Sadler en tant qu'élève, et elle lui disait ouais, vous étiez pas des flèches, quoi, tu vois. Donc elle est le garant d'un passé, d'un vestige. Là où la nouvelle prof représente peut-être le futur ou une nouvelle Amérique. Si elle avait assisté à ça et qu'on l'aurait fait survivre, oui, là je t'aurais dit c'est un message d'espoir, mais de dingue. En gros, Frank Darabont, pour lui, c'est pas totalement mort, etc. Sauf que là, le message pour moi, comment je l'interprète, c'est croyez toujours en vous, même quand c'est le chaos. Continuez de suivre votre instinct. Et depuis le début, il voulait la suivre. Parce que il a hésité, il a dit non parce qu'il avait son enfant. Mais dans l'exécution, c'est exactement le plan que Thomas Jane fait pendant tout le film. S'échapper et essayer de prendre un maximum avec eux. Donc en fait, pour moi, c'est deux messages différents. Parce qu'en fait, on pourrait dire d'un côté que c'est une ode à l'individualisme. En gros, n'écoute pas le groupe t'amène à ta perte. En fait, tu suis le groupe comme un mouton. Parce que mine de rien, on a le groupe, soi-disant, des progressistes, machin, qui essaient de s'échapper, le groupe des évangélistes, quelques éléments entre les deux. Et finalement, la seule qui est individualiste, finalement, c'est cette nana qui dit, bah non, mais moi, je me barre, j'ai mes enfants. Ah oui, mais tu penses au groupe, tu penses machin, bah, Il y a on va Brent mourir. aussi qui se barre. Brent. Et il part avec un groupe. Hein. Oui, Brent, il part avec un groupe en mode explorateur. Il part pas tout seul, hein. Ils sont tous zigouillés. Elle, c'est la seule qui part toute seule dans tout le film. Donc, t'as raison. Mais c'est vrai que quelque part, ça te dit, d'un côté, certains pourront dire, ouais, individualiste, tu penses qu'à ta gueule. D'un autre côté, je me dirais, moi, par exemple, ne suis pas ce que font tous les moutons. Ne fais pas ce que fait tout le monde. Tu vois, parce qu'au final, tu vas y gagner. Là, on dirait vraiment certaines personnes qui ont échappé à certaines situations, des sortes de mesmérisation du groupe, et qui finalement viennent te dire après, regarde, nous, on a bien fait de pas faire ça, regarde, tu vois. Et finalement, on a vraiment ce message à la fin, donc c'est intéressant aussi. Mais par contre, par rapport à ce que tu racontes, Et toi... elle sauve ses enfants, en plus. Mais elle sauve, mais c'est ça qui est incroyable, quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est que quand tu la vois, tu te dis, finalement, c'est la seule qui a pensé à l'essentiel. Parce que tout à l'heure, tu disais, moi, je suis papa et tout. Ben, moi, j'aurais tendance à pas vouloir faire forcément comme fait le groupe, si j'estime que c'est pas dans l'intérêt des enfants, tu vois. J'aurais tendance à me dire, bah moi, je vais peut-être y aller, quitte à me faire tuer, quitte à me prendre une balle. Mais toi, t'aurais fait quoi, à ton avis? Moi, avec la tête froide, là, maintenant, comme ça. Moi, je pense que j'aurais tenté d'y aller. Je me voyais pas. En fait, quand on est parent, on ne peut pas se voir rester dans un endroit et imaginer que ses enfants sont à l'extérieur et se dire, oh, ça va, moi, je m'en suis sorti. Ça n'existe plus, ça. Ou alors, t'es vieux et tes enfants te méprisent, là, qu'ils aillent se faire foutre. Mais quand c'est des enfants en bas âge, c'est même pas une question. Tu sais que t'as tes enfants à l'extérieur, il y a un incendie, tu fais pas genre putain, je m'en suis sorti, c'est trop cool, quoi. Non, ça n'existera plus ta vie après. Tu te jettes sous un train après s'il leur arrive un truc. Tu passes au second plan, non, quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il se passe, ta vie n'existe, t'es déjà mort en fait. S'il leur arrive un truc, t'es mort. Donc autant y aller en fait. Et c'est pour ça que sa prestation à cette actrice dont on n'a pas le nom mais qui est géniale, bah elle touche. Et moi, elle m'a touché encore plus. Carole dans The Walking Dead. Voilà, Carole dans The Walking Dead, parce que là, moi, je l'avais vu en 2007, j'avais pas d'enfant, j'ai eu des enfants 6 ans plus tard. Et quand j'ai revu hier, je me suis dit, bah ouais, mais quelque part, quand elle part, ben nous, c'est génial, nous les spectateurs, on épouse le point de vue du groupe. On se dit, mais elle va se faire niquer, elle est folle, elle est tarée, tu vois. Sauf qu'on n'est pas dans son individualisation de son rapport à ses enfants, on n'est pas à sa place. Donc on ne voit une nana qui dit, mais elle est tarée la meuf, reste avec nous, au moins elle va s'en sortir et tout. Et la meuf, elle se barre. Qui se fait rembarrer, hein. Elle demande de l'aide. En fait, elle a l'humilité de demander de l'aide qui se voit refuser. Ouais. Et même Thomas Jane, on le voit refuser parce qu'il lui est avec son gosse. Mais lui, il pourrait se dire, je vais retrouver ma femme, c'est la mère de mon fils et tout ça. Donc c'est là, ça questionne aussi le rapport du rapport que tu as avec tes enfants, qui est 100 000 fois plus puissant que le rapport que tu vas avoir avec ta femme. Non mais c'est horrible, c'est vrai. Hein. Non mais c'est dingue. Ça reste une inconnue que tu as rencontrée au hasard. Hein. C'est pas ton fils. Heureusement qu'il est célibataire et ça se sent, mec. Ah putain, merde. D'ailleurs, contacte-moi si t'es intéressé. Non mais en tout cas, le parallèle est évident parce qu'à un moment donné dans le film, le personnage de Thomas Jane, il reste aussi parce que la force du groupe, quelqu'un le dit à un moment donné, notre structure de société fonctionne tant que le téléphone fonctionne et qu'il y a quelqu'un pour répondre
à l'autre bout du fil, à partir du moment où on enlève ça, c'est chaos en fait. Et pour moi, si je continue d'aller dans tout ce que je dis depuis le début de cette émission, pourquoi ce personnage qui est Frank Darabont littéralement, parce que ce regard de l'Amérique, il est interprété par un artiste, lui qui est proche des films, proche d'Hollywood. Donc quelque part, il y a ce truc-là. Pourquoi il crie à la fin dans la brume ? Parce qu'il vient de se rendre compte que c'est ni les créatures, ni les militaires qui sont à l'origine de la mort de son fils, c'est lui-même, parce qu'il n'a pas continué de croire. Et c'est ça, en fait, ce cri de désespoir qui m'a beaucoup fait penser à Al Pacino à la fin du Parrain 3, sur les marches de l'opéra. C'est un cri qui aurait pu être coupé dans le son, aurait été tout aussi impactant. Parce que là, c'est un cri de culpabilité. En se disant, mais là, à 2 minutes près, vraiment, je me suis rendu coupable de la mort de mon fils, qu'il a passé tout le temps du film à essayer de sauver. Donc oui, je te rejoins, la crédibilité, elle est 0, mais sa culpabilité, elle est canon. Oui, et puis surtout, en fait, l'impact émotionnel sur les gens, en fait, nous, on est en train de décrypter. C'est un autre exercice. On est en train de dépioter le film. Tu sais, c'est comme un morceau de poulet, on dépiote. Quand tu vois le film, moi, quand je le vois au cinéma, les larmes montent, le bide est pris, et je fais « waouh, cette fin !» Et je rappelle qu'on est dans un film petit budget, mais qui reste un film hollywoodien. Donc putain, ils nous ont pas habitués à des fins comme ça quand même. Donc quand ils vont sur ce terrain, tu peux pas t'empêcher de les... Non, mais tu les bénis, tu dis ah mais putain ça se termine mal, c'est trop bien. Enfin, parce que personne s'y attendait, hein, mais parce oui, que la brume elle se dissipe et tout, et que t'as des soldats qui arrivent. Mais tu vois, dans certaines séries comme Game of Thrones, quand par exemple t'as le Red Wedding, des trucs comme ça, les gens ils s'attendaient pas, ou même quand ils tuent Ned Stark, là j'ai spoilé encore. Je sais même pas de quoi tu parles. Non mais dans Game of Thrones, dans la moi je saison sais, 1, c'est très très grave. Non mais non, c'est très très grave ce que je viens de dire. Ah, c'est la moche là, avec la petite là qui ressemble. Non, là il vient de spoiler la première saison qui a fait tout le truc. Mais lui, il dégoûte, j'ai jamais vu moi. Non mais c'est pas grave, t'as dit non en anglais, oublie ça. Quand Jon Snow il revient et alors qu'il est pas mort dans la saison 5. Coupez ce monsieur, on va couper le micro. On est tous les deux Redouane, on va tout couper de chez lui. Oh non, c'est dommage. Au-delà de l'analyse même qui est très intéressante de Redouane et tout ça, et même toi tes réticences, je reste persuadé que c'est une des meilleures fins par rapport à son impact émotionnel et pas à cause de son écriture, parce que on l'a réussi en 2 secondes à la faire péter, surtout toi d'ailleurs, toi aussi, et même moi je vais dans votre sens quand je vous dis que c'est John Woo machin, et qu'il aurait pu aussi lui-même étouffer son gosse, on arrive à trouver quelque chose qui est plus satisfaisant d'un point de vue, mais ça pose la question du narratif confronté à l'émotionnel. Et donc c'est une vraie question, parce que dans plein de films qu'on adore, si on essaie d'appliquer un point de vue réaliste, on se dit ouais bah non, là c'est pas logique. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être que la mise en scène aurait peut-être dû m'avoir sur l'exécution de l'émotionnel. Et c'est ça le problème, c'est que sur les 15 dernières minutes, parce que le film fait 2 heures et il se barre de ce supermarché à 1h45, je suis désolé, mais en 15 minutes, c'est beaucoup trop long pour arriver à ce résultat. Là où il fait un peu de contemplatif pendant qu'il roule, etc., avec le bus, on voit en fait... Avec les chants bulgares aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit tout le reste de ce qui s'est passé pendant qu'on vivait le film. Donc peut-être que c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'exécution des choses. Et je pense que l'idée est bonne sur le papier, mais l'exécution est très, très mauvaise, ou en tout cas... peut-être un peu paresseuse. Non, pas très mauvaise quand même. Non. Oh, c'est dur, vous êtes dur. Regarde, Fouad, c'est très simple. Regarde cette scène en mute. Enlève le son. Donc, t'as pas le son des créatures et tu vois, et t'as rien. T'as juste, tu vas voir à quel point c'est rapide. Quoi. Oui, la narration c'est visuelle, rushé de fou. Il se regarde, il met les balles, les éclairs, je sors, c'est trop rapide. Quoi. Non, c'est vrai que moi je suis pas d'accord en termes avec ça. de mise en scène. Ok, je veux dire qu'il y avait quand même matière à faire quelque chose de plus justifiable. Non, mais c'est pour ça ne serait-ce que dans le mode opératoire, hein, le modus operandi que tu dis avec le fait que chacun se flingue. Moi, déjà, ça m'aurait. Même dans mon souvenir, en plus, tu sais, j'ai cru que c'était ça. Je crois qu'il leur tendait le gun. Tu vois, mais le mec, il a tué personne. C'est pas un boucher, c'est rien. Si ça avait été le boucher, l'autre, il a canné des mecs. Ouais, ou un ancien militaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis d'accord. Si c'est Madame Carmody, tu vois, je peux comprendre. C'est une gueudin, je vais vous ramener au paradis, allez, boum. Darabont, à la base, c'est quoi? C'est un scénariste. D'accord? Donc, on va dire qu'il a les qualités et les défauts du scénariste. Par exemple, à la fin, il ancre le pic narratif sur le personnage principal parce que le film se construit sur Thomas Jane et pas sur Laurie Holden. Donc, résultat, il va pas dans ta direction qui est une direction intéressante parce que dans le scénario, c'est le personnage principal. Et là, t'as Dobby Jones, c'est le personnage secondaire, le brave gars avec des traits un peu ronds qui attend tous les scénarios,
le brave gars qui va se révéler héroïque au bon moment et qui finalement, tu vas développer une empathie avec lui parce que putain, heureusement qu'il est allé préparer les sacs et tout. Il tue au bon moment, il sauve Billy et à un moment, il arrive à la fin, il tue la religieuse là. Et donc, c'est un brave gars. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le film ? De l'empathie. Tu développes de l'empathie. Et quand il se fait tuer, t'as les boules sur le moment. Ça te fait de la peine. Il a les défauts de ses qualités, Darabont. C'est que c'est un scénariste qui peut être capable d'être brillant en termes de réalisation. Et surtout qu'il adore partir d'un matériel. Il part souvent de nouvelles, si vous regardez bien. Il part d'un matériel, d'une bonne idée. Et d'ailleurs, King lui dit bravo, big up, tu développes mes idées. Et par exemple, La Ligne Verte, c'était un roman épistolaire assez court. Les Évadés, c'est une nouvelle, très courte aussi. Et en fait, à chaque fois, le mec, il part de ça. Mais il va pas adapter ça, le mec, par exemple, tu vois. C'était trop dense. Et d'ailleurs, c'est très dur à adapter. Alors que là, il part de ce truc-là. Et donc, pour moi, il a le défaut de ses qualités, tu vois. C'est qu'il c'est un bon scénariste, mais là, il s'est fait une fin de scénariste. Il a kiffé l'impact. Et puis, résultat, nous, on la décrypte, on fait. Mais en fait, ça tient pas. Ça tient pas parce que, en fait, c'est comme un truc de malin. Tu vois, les mecs, ils font des trucs de malin. Et là, il est trop bon et trop génial puisqu'il invente une fin au roman. Enfin, la nouvelle. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord parce qu'en fait, il s'est dit, moi, en tant que scénariste, est-ce que je vise là ? Tu te poses toujours cette question. Crédibilité, impact émotionnel. Bien sûr, dans l'idéal, c'est les deux. Crédibilité, impact émotionnel. Dans la fin de Seven, on se dit, mais comment il a fait pour contacter la femme de Brad Pitt, pour mettre sa tête dans un carton ? C'est Spoilerman, lui. C'est un truc de fou. Spoilerman. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à la fin de Seven, je mets au défi les gens qui le découvrent pour la première fois, de commencer à se dire, est-ce que c'est crédible ? Il est passé par Amazon ou par Cdiscount pour se faire envoyer le carton ? Personne n'analyse. T'es pris par l'impact émotionnel du truc qui t'attrape aux tripes. Ben moi, je pense que Darabont, il fait ça. Et là, par exemple, dans le cas de Toby, pas de Toby. Non, mais l'autre, il a déjà prouvé que c'était un assassin, quand même, dans Seven. Oui, non. Il a quand même. Non, c'est pas ça. Ce qu'il lui dit, psychopathe. c'est comment il contacte la femme de Brad Pitt. Ah oui, pardon. Après, c'est des termes d'époque. Oui, c'est que nous, on se dit, c'est l'Amérique, ils sont déjà par mail, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours un gars qui va arriver, qui va décrypter n'importe quel scénario, il va te prendre Star Wars, Alien, il va dire, mais là, machin. Et ça va. En fait, tu peux dire, ok, je comprends. Et tu vois, tu peux. Mais par contre, là. On a quand même une pondération en termes de crédibilité. Ouais, d'accord. ouais. Après, on n'est pas tous exactement au même curseur, tu vois. Non, mais une moi, suspension consentie, c'est-à-dire c'est à toi d'accepter ou non. Oui, ouais, mais mais moi, c'est magique et tais-toi. Non, ça passe moi, pas trop. Mais dans le cas de Holly, par exemple, moi, je trouve pas. Moi, je viens de te donner une autre grille de lecture qui est une lecture banale et que ça marche. Il déconstruit le héros en fait. C'est Holly qui tue. C'est comme la femme de David. Pourquoi elle meurt ? Mais oui, elle a rien fait pourquoi elle spécialement. existe ? Mais elle est quand même. Non, mais elle sert. Elle a une suspension d'adultère quand même. Elle sert. Le mec qui va où, tu sais, le ouf qui veut pas avoir tort. Que veut dire Stephen King par rapport à ça ? Parce qu'elle est au supermarché, l'autre, et elle, on sait pas ce qu'elle fait. Je crois que dans la nouvelle, c'est son. Elle est nouvelle dans la ville. Dans la nouvelle, je crois que c'est son. Parce que Stephen King, il y a toujours des histoires d'adultère. Bien sûr, mais c'est ce que je te dis, c'est le quotidien. Il y a une tension sexuelle entre les deux. Le mystère de l'homme, est-ce qu'on n'est pas finalement tous un peu brumeux, quoi ? On n'a surtout pas parlé de la musique qui est quasiment inexistante. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Pour terminer, on peut peut-être donner quelques recommandations de films qui se rapprochent un peu à un huis clos comme ça. Il a parlé de Carpenter déjà. Parce que la référence, c'est The Film. Parce qu'en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de The Mist ? C'est un film, c'est pas simplement un film de monstre. C'est un film vraiment qui explore la nature humaine. Et la peur, les mécanismes justement de l'inconnu, c'est surtout ça en fait. Avec une réalisation quand même qui est honorable. Moi j'aurais dit maîtrisée. Moi j'aurais dit immersive et organique. Moi j'aurais dit. Voilà, massive et organique. Non, immersive. Tu sais, genre, elle te fait rentrer à l'intérieur du groupe. Voilà, c'est ça. Et avec des performances d'acteurs. Oh, plutôt correct, ouais. Moi j'aime bien, j'avoue. Et j'aime bien le fait que le mec il manque un peu de charisme, comme ça je m'identifie plus facilement. Après, encore une fois, c'est ce qu'on leur demande de jouer. Vous parlez du gamin sans talent, mais en même temps, il a pas eu le temps de jeu d'un Haley Joel Osment ou du gamin d'un Kassab. Je pense que là on parle vraiment de talent. Là je parle même pas de talent. Je pense que même, tu sais, c'est comme un mec qui prend des cours de dessin. Il peut prendre des cours pendant 1000 ans, mais par rapport à un mec qui sait dessiner, il peut toujours s'accrocher, quoi. Moi, j'ai deux scènes en tête. C'est le talent inné, quoi. Donc il y a des gens qui naissent avec un talent. Non, mais après ils le développent et après ils sont inatteignables. Mais donc il y a des gens qui naissent avec un don. Ah, mais c'est le vieux débat de l'inné et l'acquis. Mais est-ce qu'il y a des gens qui naissent avec un don ? Oui, moi j'en suis persuadé. Voilà. Fin du game, fin du débat. Hein. Moi aussi. Par exemple, nous on a le don de parler beaucoup. ça se développe, je pense. The Thing. Ouais, déjà, Alien. Le GOAT. Alien. Moi, je reste dans le GOAT de Carpenter. L'Ordre de la folie. Off, non. Oui. J'ai revu il y a pas longtemps, non. Oui, mais en termes d'apport Lovecraftien, pour les monstres, oui, les monstres. Pour Lovecraft, et puis la paranoïa et tout. Ah, quand même. Il y a quand même des thématiques qui sont quand même assez convergentes, quand même.
Ouais, le Blob, The Fog, t'as tout un tas de films comme ça, de groupes. Tu parlais de Cloverfield, il y a aussi Cloverfield 2 Ten Cloverfield Lane, qui est aussi la suite qui se passe en parallèle. C'est génial, avec la promiscuité et John Goodman. John Goodman, incroyable. Voilà. Et puis pareil aussi avec des créatures inconnues et la méfiance, la paranoïa. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette réalité, elle est... Il y avait ça dans un film que j'aime pas qui s'appelle Sign de Shyamalan. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, mais justement, je trouve qu'il y a des parallèles sur le côté créature. On sait pas si elles sont là. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais de toute façon, c'est un film d'époque. La guerre des mondes, c'est aussi. totalement un film d'époque. La guerre des mondes aussi. Mais quand je disais que c'était un film ancré dans une époque, c'est-à-dire et dans sa thématique et dans son exécution, parce que tu regardes un film de Joe Dante, Panique sur Florida Beach. Qui est aussi un film qui parle de panique avec ce qui se passe dehors. C'est le chat de Rödinger. Qu'est-ce qui se passe dehors? On ne sait pas, il y a une menace. C'est pareil, mais c'est la peur du nucléaire des années 60. On est au milieu des années 2000. Ouais, je suis désolé, mais je fais toujours un rapport avec la société américaine. On en a parlé, on a parlé du macartisme. Parce que Joe Dante fait partie de ces réalisateurs comme Darabont ou comme Oliver Stone qui ne peuvent pas s'empêcher de faire une critique de leur pays. Et on est dans une époque charnière. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'à la base, c'est King qui fait ça, et derrière, Darabont, il épouse ça, il le modernise, il le connecte à l'époque moderne. C'est King qui fait ça, qui va chercher l'irréel dans le réel des gens. Tu parles d'adultère, un adultère qui peut se transformer en invasion extraterrestre, l'emprise d'une mère sur une fille de manière trop religieuse qui peut se terminer. Carrie, tu vois, c'est pareil. Moi, ce que j'aime dans le film aussi, c'est son côté sharp aussi, le côté assez simple. J'avoue, après, on peut le décrypter, dire ouais, c'est léger. J'aime ce côté huis clos. D'ailleurs, tous les films de huis clos qu'on a cités, ils sont assez simples finalement. Il y a un ennemi dans la maison, un ennemi à l'extérieur. Oui, le monstre dans la maison. Voilà, un monstre dans la maison, et puis les trucs de Maple Street, les Maple Street, et les monstres de Maple Street. Et puis un magnifique épisode de la Twilight Zone, quoi. Avec un twist extraordinaire que Rod Serling aurait pu écrire. En tout cas, aurait pu envier. Ce qui était intéressant avec Rod Serling, c'est qu'il faisait. Moi, j'ai pas mal analysé ça, et c'est vrai qu'il y avait toujours une fable, mais qui parlait. Il y avait un message, il y avait un fond politique, et vu qu'il pouvait pas en parler, il se servait de ça, mais en douce, quoi, pour contourner un peu la censure et tout. Mais il parlait de toutes les thématiques. Et là, il fait un peu ça, vu qu'on n'a pas arrêté d'en parler. Il y a plein de choses qui sont évoquées dans un film qui a l'air d'être d'exploitation, de genre, mais en fait, avec ce qui en fait un vrai film d'auteur. Finalement, avec plein de couches et tout. On peut pas aimer certaines choses, mais en tout cas, tu vois que le mec, tu sais, film de scénariste quand même, mais qui raconte des choses quand même. Tu vois, totalement d'accord. Il nous parle de nous aussi. Puis c'est une énergie, ce film. Encore une fois, je le dis et je le répète, c'est peut-être pas le chef-d'œuvre de Frank Darabont, mais c'est celui avec lequel il y a mis le plus de cœur parce qu'il bosse sur ça depuis qu'il est gamin, quoi, depuis qu'il est à la fac et qu'il a contacté King et que King l'a validé. Donc, parfait. Je pense qu'on va terminer sur ça. Parce que vous avez éclairci de vos phrases. On a dissipé tout ça. Ah ouais, vous avez dissipé parfaitement. Merci beaucoup à vous. Grand deux. plaisir merci partagé. Redouane, merci Fouad. Je t'en prie, merci à toi. On va aller créer notre propre brume maintenant, je Ouais, mais c'est ce que j'allais dire aussi, une brume un peu verte, non? N'importe quoi. Il est dingue, ce gars. Je sais même pas quoi. Bon, je remercie tout le monde. Attends, faut que je regarde mon calme. Bravo, merci pour vos interventions, vos lumières. Vos éclaircissements, c'était vraiment génial. Un phare dans la brume. Finalement. Un phare dans la brume, voilà, exactement. Même deux, parce que même trois. J'ai envie de dire trois phares, parce que toi aussi, c'était super intéressant de t'écouter. On a pu au moins éclaircir toutes les grilles de lecture et au moins, j'espère, apporter aux auditeurs des clés de compréhension et surtout l'envie, parce que c'est surtout ça aussi, de découvrir et de redécouvrir le film, éventuellement avec soit une lecture avec des faits historiques. En noir et blanc. En noir et blanc, j'estime que c'est un film qui est ancré de manière intemporelle parce que, encore une fois, on est vraiment sur l'exploration de la nature humaine, comment les gens se révèlent dans des situations de peur, de conflit ou autre chose. Donc voilà, la sauvagerie humaine, la découverte de l'être humain et comment il va aussi se comporter et garder aussi, ce film, il garde aussi une noirceur. Ce qu'il expliquait, c'est vraiment avec un regard aussi sombre et c'est le genre de film qui te plaît, qui te parle. Une autre manière de faire le cinéma. Et l'autre terme qu'on peut dire aussi, c'est le désespoir. Ouais. C'est-à-dire que, au contrario, par exemple, du film Les Évadés, où là, le personnage principal est toujours dans l'espoir. L'espoir de sortir, l'espoir de se reconstruire, l'espoir de se réhabiliter. Il est toujours dans cette espérance. Alors que là, dans notre film à nous, il y a tellement plus d'espoir que... Un film nihiliste. Ça se finit... Et mais je dirais pas de fumée sans feu. Pas de brume sans feu même, non ? Pas de brume sans feu, exactement. Bravo, tu nous as sorti du brouillard complètement. À très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur les sites de podcast. Et commenter à fond. 4 étoiles. Ça permet de faire connaître le podcast. Et puis merci encore à mes deux invités. Merci à toi. Merci à notre hôte. C'est toujours bon d'être là. C'est vrai. À très bientôt. Salut les gars.
tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.